On va pas se mentir, on vit dans un monde qui parle fort mais qui écoute mal. Ici, on fait l'inverse, on prend le temps. Et aujourd'hui, on écoute, vraiment. Salam alaikum Faiza, comment tu vas? Alaykoum salam, très bien. Alhamdulillah, barakallahu fik en tout cas pour ta présence, pour ce 15e épisode, pour l'émission VPSM, pour On va pas se mentir. Merci à toi pour l'invitation. Bah, au plaisir, au plaisir. Et ce soir, nous allons discuter, nous allons échanger, nous allons parler de plein de choses et nous allons parler de toi. Et d'ailleurs, on va commencer en fait avec cette première question, Faiza. On va pas parler directement par ce que tu fais, mais par qui tu es. Donc, si tu peux un peu nous raconter ton enfance, l'environnement dans lequel tu as grandi. J'ai grandi dans une famille, je vais commencer par la racine. Je suis d'origine marocaine, mes parents sont marocains, d'origine rifaine même. On est de la région du Rif au Maroc. J'ai grandi dans une fratrie où on est 5. J'ai 2 sœurs, 2 frères, tous plus petits que moi. J'étais l'aînée, enfin je suis toujours l'aînée d'ailleurs. Enfin on a beaucoup. En fait, je suis enfant d'un papa qui est fonctionnaire du ministère de la Justice, comme ça je Ok. le dis. Et qui a fait toute sa carrière professionnelle au ministère de la Justice. Et de ce fait, si tu veux, je suis née moi à Marseille, mais on a beaucoup déménagé avec mes parents parce que mon père étant fonctionnaire, il a été emmené à bouger. Il a été appelé sur certains postes, notamment en région parisienne, après dans les Bouches-du-Rhône un petit peu. Ici, aujourd'hui, je suis installée à Nice et on avait fait aussi un passage plus jeune. Et puis voilà, après, j'ai fait ma scolarité un peu partout dans toutes ces villes et je suis ici maintenant à Nice depuis une vingtaine d'années. Ok, ah quand même. Donc oui, c'est ton... Le sud, c'est ton secteur, on peut dire. Et comment ça s'est passé l'école? Et j'étais pas une très bonne élève, j'aimais pas l'école, j'aimais pas aller à l'école, Mhm. j'aimais pas apprendre. Après, j'avais certaines facilités relatives notamment aux matières littéraires, tout ce qui était le français. J'aimais bien les langues aussi, l'anglais. J'étais plutôt bonne élève. Et après tout le reste, j'ai pas aimé. J'avais toujours, tu sais, des fois, aujourd'hui encore, j'entends des fois mon fils, il me dit dès que je peux arrêter l'école, dès que j'aurai 16 ans, que c'est plus obligatoire, j'arrête l'école. Et moi, j'étais vraiment ce genre d'élève comme ça. Des fois, je l'entends parler et je me dis en fait, j'ai tellement été comme ça moi aussi. Et aujourd'hui, c'est un truc que je regrette parce que finalement, bon, ça m'a pas empêché d'avoir la carrière professionnelle que je peux avoir aujourd'hui, alhamdoulilah, mais en fait, ça m'handicape sur un certain nombre de choses. J'ai beaucoup de regrets par rapport à ça, par rapport au fait que j'aurais pu aller plus loin dans mes études. J'ai eu un bac économique social avec une option anglais. Je suis allée ensuite en fac de droit et en fait, en faculté, tu as tellement de liberté que personne te surveille si tu vas à l'école et Ok. j'ai lâché les études comme ça. Mais c'est vraiment le regret de ma vie. Là, aujourd'hui, je viens d'avoir 40 ans. Tous les 2 ans, je me fais un truc dans ma tête où je me dis et si je retournais à la fac de droit? Et si j'y retournais? Et là encore cet été, j'étais en train de me dire je peux faire une validation des acquis dans 3 ans et Ok. demi, 4 ans et Ouais, la demi. VAE. Mhm. Je peux être avocate ou machin. Et en fait, c'est une insatisfaction pour moi parce que le fait d'avoir juste détesté l'école par principe, ça a fait que je nourris aujourd'hui que des regrets et que ça me ferme un certain nombre de portes. C'est quoi qui te crée, entre guillemets, cette frustration? C'est le manque d'un diplôme ou, ou creuser une filiale? M'orienter sur autre chose. Je suis aujourd'hui, bon, dans mon travail de journaliste, je fais beaucoup de thématiques justice. Mhm. Je suis beaucoup de procès, beaucoup de choses comme ça, et par exemple un domaine qui m'intéresse vraiment. Mhm. Et sur lequel je pense que j'ai pu apprendre plein de choses en dehors du système scolaire, tu vois. Et je me dis, ben, si j'avais pu continuer, peut-être qu'aujourd'hui, ben, je basculerais sur autre chose. Ce que j'ai toujours voulu faire, en fait, ayant détesté l'école, je ne l'ai pas fait, mais en fait,
j'ai toujours voulu faire des études de droit pour pouvoir être à la fin avocate. Mhm. Et en fait, juste le fait dans ma tête de me dire, mais j'en ai pour 7 ans, 8 ans, 9 ans d'école, c'était carrément impensable. Donc, je me suis moi-même pas auto-censurée, mais je me suis auto-bloquée en fait en me disant c'est pas accessible. C'est pas accessible parce que je suis pas assez rigoureuse, pas assez ceci, pas assez cela. Et j'ai un peu toujours aussi cette espèce de syndrome de l'imposteur où je me dis je vais pas y arriver. Imagine, je me lance là-dedans et après les dernières années, j'arrive pas à avoir le diplôme, j'arrive pas à, à passer le concours et tout. Et donc je me dis, si j'échoue, c'est tellement d'années et j'aime pas les études, j'aime pas étudier Mhm. et je vais pas y arriver. Et au fond, maintenant à 40 ans, j'ai le recul pour me dire, j'aurais pu le faire, je serais déjà loin. Mais bon, alhamdoulilah, ma carrière professionnelle, elle est sur un autre angle maintenant, mais elle me permet de faire plein de choses quand même. Oui, ça t'a fait prendre du coup donc un autre chemin. Et ce chemin, on va l'arpenter ensemble, Inch'Allah, après. Faïssa, quelle place avait l'engagement ou l'information chez toi à l'époque? Alors, il faut déjà que tu saches une chose. Sur la question d'engagement, Mhm. et c'est une information qui, pour moi, quand je la transmets, elle est pour moi anodine parce qu'elle fait partie de mon histoire, mais juste partie de mon histoire. Et j'ai jamais pensé qu'elle m'avait construit ou qu'elle m'avait forgé pendant très longtemps. J'ai toujours pensé que c'était complètement décorrélé, mais au final, avec le recul, je me rends compte que si. Euh, Mon oncle, le frère de mon père, a été tué par un policier à Marseille dans les années 80 au cours un contrôle routier, un banal contrôle de police, et il a été abattu de plusieurs balles par un CRS dans le quartier de la Busserine, donc à Marseille. Ok. Euh, Ça, c'est, si tu veux, un drame familial, une histoire familiale qui fait déjà, c'est une histoire dont nous, nos parents, ils nous ont jamais parlé jusqu'à ce qu'on soit Mhm. suffisamment grand pour chercher de nous-mêmes. Alors, on entendait qu'il y avait eu un truc et tout, et puis on nous a jamais donné, si tu veux, les clés de compréhension, tout ce qui était les crimes racistes dans les années 80, période de ratonnade, période de crimes policiers, tous ces crimes racistes qui ont engendré ensuite la marche des beurs, tout ça en Mhm. 83. Et c'est des références historiques que, évidemment, à 17-18 ans, j'avais pas. Là encore, peut-être parce que j'aimais pas l'école et parce que je creusais pas plus que ça. Mais quand je découvre ça, si tu veux, et c'est pareil pour mes frères et sœurs, hein, parce qu'on l'a su vraiment tard au travers d'articles de journaux qu'on a découverts plus tard et tout. Et si tu veux, ça crée chez moi un sentiment de révolte. Un sentiment de révolte à plusieurs égards. D'ailleurs, d'abord, tu as Tu avais quel âge? quand je l'ai su, peut-être Ouais. une vingtaine d'années, je pense, Ok. 17-18 ans, vers là, Ok. tu vois, j'étais quand même suffisamment mature psychologiquement, intellectuellement, pour comprendre un peu ce qui se jouait. Donc, si tu veux, j'ai ce sentiment de révolte Mhm. où je me dis, en fait, parce que ça te ramène à toi. Parce Mhm. que tu te dis, j'ai 17 ans, mon oncle s'est fait tuer à 17 ans, on est issu de l'immigration. Je suis née à Marseille aussi. Je suis née dans ce quartier où il a été tué. Dans ce secteur-là en tout cas. Mhm. Et en fait, tu ramènes tout à toi. Tu te dis en fait, qu'est-ce qu'elle vaut la vie d'un Arabe? Et du coup, tu remets toute ta vision, ton rapport à la France. Tu Mhm. le remets en question et l'appréhendes différemment. Et pour moi, j'avais jamais eu à être, tu sais, que sauf peut-être à l'école primaire, des fois, quand on te dit, nous, quand j'étais à Nice, ici, ça c'est déjà arrivé. Une fois, même ma sœur, elle dit, j'ai voulu partager mon goûter avec une copine, et ma copine, elle m'a dit, on n'a pas le droit de prendre le goûter des Arabes, par exemple. Donc, tu as ces petites Ok. anecdotes racistes, euh, mais que tu relèves pas vraiment parce qu'on est dans les années 90, parce que tu te dis, ben, t'es un enfant, tu le vis pas de la même façon, et puis Mhm. ensuite tu te rends compte en grandissant qu'en réalité ta famille a été victime d'un des crimes racistes les plus médiatisés du pays dans les années 80. Euh, et, et, et donc tu remets en question ton rapport à la France. Mais après, ça m'a aussi révoltée pour une autre raison et qui est beaucoup plus personnelle. Je me dis, qu'est-ce qu'ils ont fait à ma grand-mère? Qu'est-ce qu'ils ont fait à mon père? Et là, je vois des archives Ok.
je vois mes grands-parents dans des manifestations, je vois la marche des beurs, je vois mes grands-parents pleurer, je les vois sortir du tribunal en 87 avec des articles de presse et des extraits de journaux télévisés où on dit, voilà, le policier, il prend 6 mois de prison, donc il sort, ensuite il est amnistié par Mitterrand. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait à ma famille? Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Qu'est-ce que, tu vois? Et là, ça te renvoie encore plus. Non seulement c'est l'institution policière que toi, tu mets en cause, donc la France, mais ensuite, après, tu as l'institution justice qui, elle, ne passe pas, qui, elle, minimise le drame familial. Et puis après, tu vois plein de choses. Ma grand-mère, elle est diabétique, elle est malade, elle a des problèmes de cœur, des trucs. Et forcément, tu les renvoies à tout ça. Et donc, ça te touche dans ce que tu as de plus personnel. Et vis-à-vis de ça, j'avais pas spécialement, tu sais, à 17-18 ans, tu penses à autre chose qu'à un engagement, associatif, tout ça. Mais après, en grandissant, tu réfléchis et quel monde tu veux laisser à tes enfants, qu'est-ce que tu veux apprendre même à tes enfants. Et tu te rends compte qu'en réalité, ce racisme, parce que je parle beaucoup de racisme anti-arabe sur ce truc-là, le racisme des années 80, des années même 90, un peu plus tard et tout, qui a tué des dizaines et des dizaines de musulmans d'origine maghrébine, notamment aussi beaucoup d'Algériens. Et bien aujourd'hui, alors ils ne tuent pas autant, on ne va pas se mettre dans une posture à dire on tue des musulmans à tous les coins de rue. Mais ce racisme anti-maghrébin, il est devenu aujourd'hui l'islamophobie qu'on connaît. Si au début, je ne l'ai pas perçu comme ça, je sais qu'aujourd'hui, mon engagement, quand j'ai des familles qui me contactent, qui me disent « Excuse-moi, on avait un souci pour le port du hijab, ma fille à l'école, l'exclusion, la baya, tout ça ». Et j'essaye de les aider en off, de les orienter vers des avocats, vers des juristes, de donner des clés de compréhension de ce qui se joue et tout. Mais je ne peux pas m'empêcher, et je sais que des fois, c'est pas bien, parce que dans mon métier de journaliste, je dois toujours garder cette distance, mais je ne peux pas m'empêcher, tu vois, d'avoir toujours cette projection où je me dis, j'aurais tellement voulu que mes grands-parents à l'époque, ils trouvent quelqu'un qui les aide, qui les soutienne, qui les appuie et tout. Et je dis pas qu'ils l'ont pas trouvé, parce que je sais que ma grand-mère, elle a reçu des courriers de toute la France et tout quand ça s'est passé, des courriers qu'elle garde encore aujourd'hui, 40 ans après, 45 ans après. Mais en fait, tu te projettes. Et donc, tu transposes une réalité qui est actuelle sur une histoire familiale. Et je sais que c'est ce que je fais moi, même si à mon échelle, je sais que ce que je fais, c'est pas forcément grand-chose. Mais j'essaye d'apporter ce truc-là. Et à chaque fois, j'ai ce truc-là de me dire, et des fois, mes enfants aussi me le disent, c'est « Maman, vas-y, pose le téléphone, arrête de répondre », ou tu vois, je suis toujours aspirée par quelque chose. Et c'est quelque chose que je peux pas faire. Déconnecter, dire non à quelqu'un parce que j'ai pas le temps de donner un conseil, ou de donner un numéro de téléphone d'un avocat, ou de dire quoi faire, ou voilà. C'est quelque chose que je peux pas faire. Parce que ce que tu vis, c'est dans ta chair. Donc du coup, tu peux difficilement en fait décrocher, comme si c'était un simple travail lambda pendant 8 heures. Complètement. Oui, c'est compliqué, mais il faudrait que j'arrive à faire ce travail-là. Mais d'un côté, c'est pas grave, parce que je sais que je le fais avec sincérité. Je le fais pas toujours bien, mais au moins je sais que je fais ce que je peux. Voilà. Ok, barakallahu fik en tout cas pour ce témoignage. Et, tiens, parlons des années 80, 90. Moi, j'ai remarqué quelque chose. On est de la même génération. J'ai remarqué quelque chose dans les années 90. Il y avait ce racisme anti-noir, anti-arabe. Complètement décomplexé, tu vois. Aujourd'hui, nous avons l'islamophobie. Certes, avant, elle existait, mais elle n'avait pas le même poids et elle n'était pas animée de la même manière. Est-ce que pour toi, tu vois un changement? En tout cas, moi, c'est ce que j'ai constaté. J'ai constaté que l'islamophobie englobe ce racisme anti-noir, anti-arabe, tu vois, et inclut autre chose, bien évidemment, dedans. On va en reparler un petit peu plus tard. Mais est-ce que pour toi, on arrive dans ce constat où alors l'islamophobie a toujours été présente de la même manière que ce que nous voyons en tout cas aujourd'hui?
Non, je pense qu'il y a eu une vraie évolution d'année en année, de gouvernement en gouvernement, parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que l'islamophobie, elle n'est pas, et ce racisme anti-arabe, et tout à l'heure, tu vois, quand je te dis c'est la police qui tue, enfin, qui a tué, en tout cas dans le cas de mon oncle, c'est l'institution que tu vois derrière. Et l'islamophobie, aujourd'hui, est forcée de constater, et franchement, ça me fait mal au cœur de le dire, mais elle est institutionnalisée. C'est quelque chose qui est porté jusqu'au plus haut sommet d'un certain nombre de ministères. Donc, c'est compliqué de se dire ou d'essayer de faire croire à ceux qui la subissent, en l'occurrence nous, de nous dire que non, qu'en fait c'est un fait qui est marginal, qu'elle évolue pas, que c'est quelque chose qui est en déclin, parce que ça l'est pas du tout, que comparé à d'autres discriminations, eh bien ça représente des chiffres anecdotiques, parce que c'est ce qu'on nous vend, tu vois, et c'est pas du tout le cas, et elle a évolué au fil du temps, de par plusieurs choses, je pense. La société, elle évolue, la pensée politique dominante, elle évolue aussi beaucoup. Et le fait qu'on ait aujourd'hui un basculement vers la droite, voire très à droite, hein, il faut le reconnaître, et il faut être lucide là-dessus. On a beaucoup de chance qu'en 2027, on se voit gouverné par Marine Le Pen ou par Jordan Bardella, parce qu'elle sera, elle, inéligible. Mais c'est quelque chose à quoi il faut être préparé, et de toute manière, ça finira par arriver tôt ou tard, vu la lancée sur laquelle on est parti. Mais le fait d'avoir une très grande partie de la population, on parle quand même de à peu près 40%, qui sont prêts à voter pour elle maintenant. Donc tu te dis, 40%, c'est beaucoup, c'est quand même un de nos voisins sur deux. Peut-être moi qui suis à Nice, c'est peut-être même 2 sur 3, tu vois. Nice, c'est spécial, Nice, mais on pourra en reparler après. Je pense tout le temps à ça. Je me dis, j'ai des super bons rapports avec tous mes voisins. On est là, on discute, on reste devant la porte avec les enfants, machin. Et je me dis, en fait, après, ils se retournent et la moitié, les 3 quarts, ils vont aller voter Marine Le Pen juste après, tu vois. Et franchement, ça fait un peu de peine, parce que tu te dis, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Et je pense qu'on peut pas faire grand-chose, parce que c'est du populisme, parce que c'est des discours qui sont pas ancrés dans la réalité. On surfe sur des choses qui sont pas forcément réelles, qui sont pas forcément vraies, qui sont souvent de l'ordre du fantasme. Mais ça permet de vendre, ça permet de faire des voix. Et donc le fait que l'électorat français, il bascule vers la droite, voire vers l'extrême droite, tu as une très très forte libération de la parole raciste, islamophobe dans les médias. Et le rôle du journaliste, c'est pas celui-là. Et en même temps, tu as une très très forte libération, non seulement de la parole islamophobe, mais aussi de l'action islamophobe au sein de notre gouvernement. De plus en plus, si tu regardes toutes les dernières lois qui ont été faites, qu'on parle de la loi Asile et Immigration, ce sont les musulmans, ou en tout cas l'immigration extra-européenne qui est ciblée. La loi contre le séparatisme, c'est la même chose. À chaque fois qu'on nous fait des décrets, notamment à l'éducation nationale, et on se rappelle tous de cette histoire de la Beya, eh bien, tu as des circulaires comme ça qui sont distillées comme ça pour empoisonner le rapport des musulmans au service public, finalement. Et qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Tu as l'impression que... et ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vrai que cette question revient souvent. Qu'est-ce qu'on peut faire face à l'islamophobie? Qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer toutes ces lois islamophobes qui passent sur nous comme des rouleaux compresseurs, qui permettent aujourd'hui de dissoudre avec une facilité déconcertante n'importe quelle association avec laquelle on serait en désaccord, et avec laquelle on établirait qu'ils auraient des liens avec des sphères bien connues par pur fantasme. Tu as... les dissolutions, tu as ces perquisitions, tu as les gels des avoirs, tu as tous ces contrôles, ce harcèlement administratif qui est organisé à l'égard d'un certain nombre de mosquées, d'un certain nombre d'associations, d'organisations, y compris des humanitaires, qui pourrissent la vie d'une partie du tissu associatif musulman, qui est d'ailleurs, lui, complètement à plat. Hein. Je pense aujourd'hui, en 2025, on peut dire que le tissu associatif musulman, c'est... Depuis grosso modo 2020, il y a eu beaucoup de dissolutions avant, il y a eu des actions avant, il y a eu des perquisitions avant, mais depuis 2020, le tissu associatif musulman a été complètement démantelé par l'État français, et c'est quelque chose
contre lequel on nous demande parfois, nous, figures un petit peu visibles de la lutte contre l'islamophobie, on nous demande si on a des solutions. On n'a pas de solution, en fait. Tu peux pas, il n'y a pas de baguette magique dans tout ça. Et tu leur réponds quoi? Alors, ça va dépendre de chaque. Moi, je dis toujours. De la situation, du contexte dans lequel. Connaître vos droits. Jamais vous laisser faire. Usez tous les recours. Essayez de mobiliser, enfin, si c'est des associations ou des gens qui peuvent, tu vois, essayer de se mobiliser, se rendre visible, se rendre audible, déconstruire les discours j'allais dire des discours de haine, mais c'est pas des discours de haine, c'est des discours de mensonges. C'est qu'on établit des mensonges, on les produit en justice et on considère que sur la base de notes blanches, sur la base d'accusations fallacieuses, d'articles biaisés de presse d'extrême droite, eh bien, on considère que ce qui est écrit devient une vérité inaliénable et donc, vis-à-vis de ça, on peut plus rien faire en fait, c'est que tu peux plus le déconstruire. Donc moi ce que je dis, c'est de pas se laisser rouler dessus sans rien faire, même si parfois il y a certaines associations, notamment ça avait été le cas pour Baraka City, dont on se doutait bien que l'État allait au bout de son truc parce que médiatiquement il fallait taper fort, c'était le moment, il fallait montrer, il fallait faire un exemple, et donc on voyait très mal comment le gouvernement allait faire marche arrière à ce moment-là. Et pour rappel, Faiza, excuse-moi de te couper, pour rappel, ils ont même fait intervenir le RAID, c'est pas rien, avec violence d'ailleurs. Pour Baraka City, je parle. Bien sûr, et à plusieurs reprises, y compris dans des actions individuelles, personnelles, qui ont touché les dirigeants de cette association. Donc c'est pas, tu vois, c'est pas rien. Et forcément, en tant qu'associatif, tu te poses toujours la question, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que je prends le risque? Tu vois, est-ce que je prends le risque qu'aujourd'hui, je suis chez moi en train de manger avec mes enfants, je les réveille pour aller à l'école, et le RAID vient te casser la porte, ou la police vient te casser la porte parce qu'on a considéré que tu avais des liens avec quelqu'un, ou parce que tu as échangé un message, ou parce que tu as montré une religiosité qui plairait pas à tout le monde. C'est quand même problématique, et évidemment, en tout cas aujourd'hui en 2025, et c'était pas le cas quand je me suis, si je me projette là il y a 10 ans, j'aurais pas du tout eu le même discours. Tu vois, j'aurais pas du tout dit j'ai peur et tout. Là, je dis pas que j'ai peur, mais je dis que je dois faire attention. Donc du coup, il y a un niveau. Le niveau est quand même. Le niveau, il y a une sacrée différence de niveau. Si tu dis que 10 ans en arrière, tu n'aurais pas eu le même discours. 10 ans en arrière, j'aurais pas eu du tout le même discours parce que on est 10 ans plus tard et que j'ai des amis qui ont été perquisitionnés, certains qui ont des gels d'avoir depuis des mois et des mois, certains qui ont été expulsés, certains qui ont des procédures administratives complètement folles. Mais là, j'ai tellement de noms qui me viennent en tête. Et je voudrais vraiment, tu vois, parce qu'à un moment donné, il faut les nommer, mais on ne peut pas tous les nommer. Je pense notamment à Abdelrahman Redouane, l'imam Ismail, Hassan Iqiyoussen, l'imam de Bagnols-sur-Cèze, Mahjoub Mahjoubi. Tu as plein de gens comme ça qui sont passés sous le rouleau compresseur de l'État à titre individuel. Et quand ça te touche individuellement, c'est pas que ça touche une association et après tu rentres chez toi, c'est terminé. C'est que la volonté de l'État, c'est quand même de te faire peur. C'est de te dire que, en fait, même dans ta sphère privée, à la fin, tu seras plus à l'abri. Et là encore, je mets encore de côté tout ce qui est harcèlement administratif, les contrôles fiscaux, les contrôles de la CAF, tout ce que tu veux. Tout ça, c'est des choses auxquelles nous, associatifs, on est habitués parce que ça fait partie de ce qu'on rencontre chaque année, ou en tout cas une fois tous les 2 ans, tu y as droit parce que tu portes ton nom, quoi. Et c'est compliqué. Mais c'est vrai qu'entre-temps, une fois que tu as vu les associations dissoutes, le travail parfois d'années et d'années, et du travail très souvent bénévole, parce que les gens pensent, ils aiment bien dire oui, il y a beaucoup d'argent dans les associations et vous faites des salaires sur notre dos et machin et ceci et cela. Moi, j'ai jamais touché 1 euro d'une association, j'ai jamais été salarié d'une association. Tout notre temps qu'on a donné, c'est de l'énergie. C'est du temps et de l'énergie. Et puis c'est du temps que, tu vois, c'est peut-être égoïste de dire ça, mais c'est du temps qu'on enlève à nos enfants. C'est du temps qu'on retire à nos familles, c'est du temps sur lesquels on pourrait faire d'autres choses, partir en vacances, faire des choses. Et même, tu vois, même du 2 heures par jour, c'est quand tu fais le compte à la fin, c'est beaucoup. Alors on le fait avec le cœur, mais après quand tu as ce truc-là où tout est fait pour te décourager, tout est fait pour te mettre des bâtons dans les roues, et tout est fait pour t'empoisonner la vie après, c'est vrai.
que c'est compliqué. Et moi, en tant que femme, ça a été encore plus compliqué pour moi. Oui, effectivement, je me suis déjà posé plusieurs fois la question de me dire que c'était mieux de s'arrêter, qu'il était temps de s'arrêter, en tout cas, que j'avais fait ce que je pouvais, que voilà, j'avais peut-être plus rien à apporter. Je pense que j'ai peut-être même plus rien apporté à la lutte contre l'islamophobie. Mais après, quand tu sais, c'est comme dans une relation, tu te dis, mais j'ai pas donné tout ça pour arrêter aujourd'hui, je vais pas sacrifier tout ça pour voilà, mettre mes comptes réseaux sociaux en off, changer de numéro et disparaître comme certains ont pu faire le choix de le faire, et des choix complètement honorables parce que le harcèlement administratif a été trop imposant dans leur vie. Je peux me permettre une chose, Faiza. Tu sais, tu me fais penser à quelque chose. Tu me fais penser à une phrase que Ismaël il m'a dit en off. En fait, il faut savoir que l'État met les musulmans, la masse, enfin tous les musulmans et musulmanes de ce pays, dans des situations très complexes et très vicieuses. Voici un exemple. Le fait de mettre un coup de pression en fait, à l'Institut des Bleuets, leur dire ouvertement séparez-vous de votre imam. Et Ismaël, il m'a dit, en gros, c'est comme si on donnait le choix à la masse, aux habitants du quartier et aux fidèles, choisissez entre le message et les murs. C'est pas vicieux, ça. Je parle juste de ça, je me suis permis une petite parenthèse. Mais effectivement, tout ce que tu as parlé, Faiza, on les connaît tous en commun. D'ailleurs, on leur passe un gros salem, vraiment un gros salem, force à vous. Et le combat continue. Mais au-delà de ça, tu sais, le fait de nommer, de cibler une personnalité en particulier, c'est une stratégie très connue qui est utilisée par les pouvoirs publics depuis très longtemps. Parce qu'en fait, ils permettent de créer l'ennemi. Ils fabriquent l'ennemi. L'imam Ismaïl doit devenir votre ennemi, puisque à cause de lui, à cause de l'imam Ismaïl, votre mosquée peut fermer. Donc les gens, qu'est-ce que tu veux qu'ils se disent? Il y a ceux qui vont le connaître, qui savent qu'il ment et qui ment, que le pouvoir public mente quand il l'accuse, et qui vont le soutenir. Tu as une partie qui va le soutenir en off, mais qui ne va pas pouvoir le soutenir publiquement parce que parfois, il y a des fonctionnaires, il y a des gens qui veulent pas s'afficher, qui disent, voilà, je te soutiens, mais je ne peux pas le dire, machin. Donc déjà, tu enlèves une partie visible du soutien. Et après, il y a ceux qui ne le connaissent pas, qui ne vont pas comprendre, qui habitent le quartier, qui ont besoin de leur mosquée pour aller vivre, pour aller prier. Et puis, je dis vivre parce que la mosquée des Bleuets, l'Institut des Bleuets, c'est un lieu de vie. Moi, c'est un lieu que je connais bien. Et en fait, l'Institut des Bleuets, il ne fait pas que du religieux. Tu as plein de pôles d'éducation, tu as de l'humanitaire, tu as des maraudes qui sont faites, des colis alimentaires. En fait, ils font tellement de choses que c'est vraiment un lieu de vie. Ouais. Et les gens, ils ne vont pas comprendre, en fait. À la fin, ils vont dire à Ismaël, mais pourquoi tu ne pars pas? Pars, si ton but, c'est de protéger, pourquoi tu ne pars pas? Mais en fait, c'est une question de principe. Parce que si Ismaël, il s'en va, et après, le prochain, c'est qui? Vous croyez qu'ils vont s'arrêter? Tu sais, c'est ce qu'on disait souvent aux associations qui ne soutenaient pas, quand on a crié au scandale au moment de certaines dissolutions, notamment en 2020. Il y a un certain nombre d'associations musulmanes, je n'ai pas envie de les citer parce que ça reste des frères, ça reste des associations qu'il faudra tôt ou tard soutenir. Et on leur disait, mais votre tour, il va venir. Ne croyez pas que vous allez être épargnés parce qu'aujourd'hui, vous nous mettez des drapeaux bleu, blanc, rouge en tête de vos papiers ou de vos communiqués de presse. Ça ne fonctionne pas, ça. Vous allez rester des ennemis pour eux, mais c'est juste que dans la hiérarchie, vous n'êtes pas prioritaire aujourd'hui. Et une fois que tout le monde sera tombé un par un, il va rester. Votre tour va arriver et leur tour, il est venu aussi. Mais alhamdoulilah, ils nous ont trouvés aussi pour crier au scandale quand c'est devenu. C'est marrant, excuse-moi Faiza, je souris parce que en vrai, on a les mêmes pièces du puzzle, donc je vois clairement de ce que tu veux dire. Je vois de qui tu parles, mais ce que tu veux dire. Et en fait, le message que tu veux faire passer, il est fort. Je reviens sur ça. Mais c'est comme on disait, même, on avait fait, il y a une tribune, je ne sais pas si tu avais vu dans Politis, contre la fermeture de l'Institut des Bleuets. Et enfin bref, et même moi personnellement aussi, je l'ai expliqué dans une vidéo que j'ai faite avec Nouvelle Aube. Ne croyez pas que ce qui se passe à l'Institut des Bleuets, c'est un élément
Mais oui, ça va arriver tout le monde. Et il faut savoir, je vais même rajouter une chose. Allez, on se dit les choses aujourd'hui, on discute. Les RG, c'est quoi le rôle je parle même en fait aux viewers, le rôle des RG. Les RG ils travaillent avec tous les instituts. En fait, à chaque fois qu'il y a un événement en France, ils vont sonder la communauté, leur réaction, voir un petit peu comment ils réagissent en fait par rapport à une information donnée. Mais si vous faites rien par rapport à la fermeture de l'Institut des Blouets, ou alors le fait que des gens veulent se séparer de leur imam, vous envoyez quoi comme euh, vous envoyez quoi comme message? Et vous, les responsables de mosquées, qui restez volontairement dans le silence parce que sinon vous n'avez pas le permis d'extension, le permis de construire, parce que vous êtes donc en lien avec la préfecture, vous avez pas de... Bientôt viendra votre tour. Et j'espère que pour vous, vous aurez du monde pour vous soutenir. Parce que s'il n'y a personne pour vous soutenir, euh, on va dire, c'est juste si vous n'avez pas soutenu vous aussi les premiers concernés. Bref, excuse-moi, Faiza, j'ai fait une petite sortie de route. Oui, oui, mais c'est complètement ça, en fait. C'est important de passer le message, en fait, de dire que aujourd'hui, si les pouvoirs publics ils peuvent se permettre autant de choses, on a une responsabilité qui est collective là-dedans. Et la responsabilité première, c'est la passivité d'une certaine partie de notre communauté. Nous aussi, y compris les militants. C'est sans doute que si ça a été possible, c'est qu'on n'a pas fait assez. Il faut reconnaître aussi notre part d'échec là-dedans, parce que c'est un échec pour moi de voir une association dissoute, de voir le travail de militants partir en fumée comme ça, alors que c'est des associations, certaines qui ont fait un travail colossal, un travail exceptionnel au service des musulmans et tout. Et c'est toujours un crève-cœur que de les voir disparaître. Mais maintenant, il faut se dire une chose, c'est que notre passivité, elle a permis ça. Le fait aussi, j'aime bien, on se dit les choses, on se les dit clairement et on va dire qu'on est entre nous. On a aussi un problème quand il y a un des nôtres qui est montré du doigt. Très souvent au sein de la communauté, on assiste à un espèce de phénomène qui consiste d'abord, avant de se prononcer sur le fond, on va regarder qui est la personne qui est incriminée. Est-ce que je l'aime bien et est-ce que je l'aime pas? Et je le dis vraiment bêtement, je l'aime bien, je l'aime pas, comme si, comme on le dirait en école maternelle, hein, parce que c'est vraiment comme ça que c'est fait. Et est-ce que je l'aime bien, est-ce que je l'aime pas? Ah, je l'aime pas. Je l'aime pas, lui, il me saoule, il raconte n'importe quoi sur Twitter et tout, bah bien fait pour lui. Je le laisse. Et puis un jour, ça viendra à ton tour, ou alors après, tu regarderas les autres, ceux que t'aimes bien, se faire aussi lyncher pareil. J'ai beaucoup vu ça, je l'ai vu notamment quand il a été question de Idriss, je l'ai vu quand il a été question de l'imam Mehdi, je l'ai vu évidemment quand il a été question de Tariq Ramadan, où les gens pensent que la question qui leur est posée, c'est de savoir s'ils soutiennent Tariq Ramadan, s'ils soutiennent l'imam Mehdi ou s'ils soutiennent Idriss Mehdi. C'est pas ça la question qui vous est posée. La question, c'est est-ce que les mesures qui sont prises contre eux, est-ce que le harcèlement administratif, juridique qu'ils sont en train de subir, est-ce qu'il est juste? On ne te demande pas si tu aimes bien Mehdi, si tu aimes bien Tariq, si tu aimes bien Idriss. On s'en fiche de ça. On te demande une chose, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est normal? Est-ce que toi, tu as envie d'être un ressortissant, un citoyen actif d'un pays qui fait ça? Et toi, tu regardes. Juste, tu regardes. Et tu te dis, non, j'aime pas la barbe à Idriss, j'aime pas Mehdi, il crie trop, Tariq Ramadan, trop politique, voilà, j'aime pas. Je les aime pas, donc je fais pas. Et on assiste aussi ce phénomène-là, il existe chez énormément de musulmans. Je le vois encore aujourd'hui. Les gens pensent que on leur pose la question de savoir s'ils aiment bien un tel ou un tel. Sauf que à cause de ces questionnements, à cause de ces positionnements-là, eh bien, on se retrouve aujourd'hui dans la situation dans laquelle on est, qui est hyper compliquée pour les musulmans de ce pays. Et je le répète, il faut alors, je sais qu'il y a beaucoup de shadow ban sur les réseaux sociaux, donc on voit moins les informations et tout, mais il faut s'enquérir des cas d'un certain nombre de mosquées partout en France, que ce soit à Pessac, à Marseille, du côté de Roubaix, que ce soit en région parisienne. Cherchez et vous verrez que partout à côté de vous, il y a des associations qui sont menacées
parfois dans le plus grand des silences, parfois dans le plus grand des calmes, et elles vont disparaître parce que l'État a décidé de vider l'islam de sa substance, a décidé qu'un certain nombre de discours musulmans devaient être interdits, a décidé de distribuer les bons points. On considère que l'imam Ismaïl, il a dit ceci et cela, parfois même pour avoir cité des versets du Coran, c'est-à-dire, en fait, est-ce que vous vous rendez compte du niveau de dinguerie qu'il faut à une administration pour incriminer un imam pour avoir cité un verset du Coran et le lui attribuer comme si c'était sa parole personnelle. Alors qu'on sait, tu vois, ils ont le texte, ils savent que ça fait partie de notre livre, et pour autant, ils incriminent l'imam pour l'avoir lu. C'est quand même, t'es dans un état laïque, ça doit être quelque chose de complètement impensable. Et pour autant, je considère que la réponse collective qui est la nôtre, elle est complètement sous-calibrée. Mais c'est vrai, mais c'est totalement ça. Il touche à notre héritage spirituel, il touche même à notre bibliothèque. Reprenons le cas, pour aller sur ce que tu disais, des 40 hadiths an-Nawawi, qui veulent, en fait, ils veulent l'interdire, donc à la vente. Il y avait quel autre Riyad as-Salihin aussi, qui existe, je crois, en 7 ou 11 éditions, je ne me rappelle plus, j'ai plus le chiffre exact, mais bref. Riyad as-Salihin, donc il touche à nos bibliothèques, il touche à notre héritage spirituel, et c'est comme tu as dit, Faiza, en vrai, je ne peux pas dire mieux. La réaction est sous-calibrée. Anesthésie générale. Hein, ils ont tout mis, le masque, dans les veines, tout. La totale. Bah, c'est d'autant plus inquiétant que du côté des pouvoirs publics, il semblerait qu'il n'y ait pas de frein. Donc, tu sais, tu as l'impression que finalement, ça s'arrêtera jamais. Quand tu regardes un exemple, je sais que tu l'as déjà invité dans ton émission, Abdelrahman Ridouane, qui est très sincèrement, alors c'est pas parce que je le connais, mais très sincèrement, c'est un frère d'une qualité exceptionnelle. C'est quelqu'un de très très intelligent. C'est quelqu'un de foncièrement gentil, foncièrement bon, qui ferait pas de mal à une mouche. Et ce monsieur, il a été victime, je saurais même pas les compter, le nombre de procédures. C'est-à-dire que quand je te dis il n'y a pas de frein, c'est que quand ils ont décidé de harceler jusqu'à la dernière minute, ils vont harceler jusqu'à la dernière minute. Toutes sortes de recours, toutes sortes de procédures, de telle sorte que tu puisses même pas aller faire tes courses tranquille en pensant à rien. C'est-à-dire que même une journée comme ça pour te dire vas-y je vais me promener, tu peux pas. Après, tu vois, ça développe des phobies de la boîte aux lettres, des phobies tu te dis mais en fait je veux tous les jours quelque chose. Et Abdelrahman Ridouane, il est l'illustration même que on a coupé les freins du ministère de l'Intérieur. On leur a coupé les freins parce qu'à un moment donné, tu sais, d'échec en échec, ils auraient pu se dire bon, est-ce que c'est juste? C'est pas vraiment juste, ça devient un peu de l'acharnement. On peut se rendre compte de ces erreurs au bout d'un moment, et puis ils ont quand même perdu un certain nombre de procédures. Je dis pas qu'ils les ont toutes perdues parce qu'évidemment, on est aujourd'hui dans la situation qu'on connaît, mais ils pourraient reconnaître qu'à un moment donné, tu peux pas balayer comme ça la vie d'un homme, 30 ans de vie en France, dans un pays qu'il a adopté, dont il parle parfaitement la langue, avec un niveau intellectuel qui est le sien. Et je le répète, Abdelrahman Ridouane, enfin, c'est pas personne, quoi, ce monsieur. C'est vraiment, et ça lui arrive à lui. Mais tu te dis, mais en fait, qui sera le prochain? Et quand je dis il n'y a pas de frein, c'est d'autant plus inquiétant que, tu sais, on en arrive à se dire, heureusement qu'on a. Est-ce qu'on va arriver à ça, à se dire heureusement qu'on a un passeport rouge, parce que sinon, en fait, on nous aurait, nous aussi, on serait dans des procédures administratives comme ça, des procédures liées à des problématiques d'immigration, à des problématiques de séjour régulier ou irrégulier. C'est hyper compliqué. Tu te rends compte la pression qui est mise sur les gens dès lors qu'ils n'ont pas cette nationalité française qui, entre guillemets, les protège, parce que du coup, le ministère de l'Intérieur, il est obligé d'avoir un frein. Quand il s'agit de Français, ils sont obligés à un moment donné de s'arrêter. Une fois qu'ils ont tout tenté, il y a une fin. Sauf que quand tu as une problématique d'immigration, une question de carte de séjour, il n'y a plus ces freins. Ça y est, c'est... Ouais, roue libre totale. Ils font ce qu'ils veulent. Franchement, Faiza, sur l'islamophobie, il y a tellement de choses à dire, il y a tellement d'angles à prendre.
Alors, mais on va revenir un petit peu sur ton métier. Tu as dit être journaliste. Qu'est-ce qui t'a fait basculer vers le journalisme? La lutte contre l'islamophobie. Tu sais, tout à l'heure, Ok. je disais, on a eu une libération de la parole islamophobe dans les médias, une Mhm. libération de la parole islamophobe au sein de la sphère politique. Ces deux problématiques, tu ne peux pas les décorréler. L'un alimente l'autre, l'autre alimente l'un. Mhm. C'est le serpent qui se mord la queue, et c'est comme ça. Et malheureusement, les milliardaires qui sont à la tête de nos médias mainstream contribuent à ce que ça continue de fonctionner comme ça. Moi, j'ai commencé, si tu veux, je n'étais pas du tout dans le journalisme. Je travaillais dans l'hôtellerie, même pour te dire en détail. J'ai travaillé dans l'hôtellerie très longtemps. Ensuite, je me suis arrêtée. Je reviens à raconter ma vie, mais c'est pas grave. Je me suis arrêtée de travailler pour m'occuper de mes enfants quand j'ai eu mes deux petits garçons. Ok. Et je me suis arrêtée de travailler. Et puis après, quand ils ont eu, pas beaucoup, hein, à 2-3 ans, j'ai commencé, moi, à vouloir avoir un peu une vie sociale, à faire des choses, tout en sachant que je ne pouvais pas travailler parce qu'ils étaient trop petits. Donc, j'ai commencé de l'associatif. J'ai commencé par l'associatif. Et donc, ici, on avait créé avec un certain nombre de personnes ici la Fédération des musulmans du Sud, qui était basée à Nice, qui aujourd'hui a changé de nom. Et on avait un pôle, entre guillemets, je ne sais plus si on appelait ça un pôle, mais ça fait suffisamment longtemps pour que je ne me rappelle plus, qui travaillait un peu sur la lutte contre l'islamophobie, sur l'égalité, tout ça. Et si tu veux, j'écrivais beaucoup sur mes réseaux sociaux, je postais un peu des articles, des choses sur ça, et puis j'y ai toujours été particulièrement sensible de par mon histoire. Et puis finalement, tu te rends compte que l'une des pièces maîtresses dans l'alimentation de l'islamophobie, c'est les médias. Et donc moi, je considère et j'encourage les jeunes générations, s'ils ne savent pas vers quoi se tourner, s'ils ont des facilités dans l'écriture, dans les langues, dans les matières littéraires et tout, à se tourner vers ces métiers-là. Parce que, en fait, quand tu réfléchis, qu'est-ce que tu veux faire pas de ta vie, mais de ton engagement, qu'est-ce que tu veux faire de ta colère? Continuer à regarder BFM, à regarder CNews, à les maudire quand tu les regardes, à repartager des extraits sur Twitter en disant « Regardez Pascal Praud, regardez ceci, regardez cela », tu vois, pour crier au scandale. Ou est-ce qu'en fait, il ne serait pas plus intéressant et plus prolifique de essayer de donner la parole à ceux qui n'ont pas la parole, à essayer de s'engager, mais aussi à la manière dont tu le fais toi avec cette émission. En fait, je pense qu'il n'y a pas de petite initiative. Je pense que chacun à notre échelle, tu vois, le fait d'avoir des podcasts comme ça qui permettent de manière complètement dépassionnée d'aborder des sujets sereinement, calmement, en dehors du buzz, en dehors d'une hystérie politique ou médiatique, c'est quelque chose qui est bien et dont on a foncièrement besoin, tu vois. Et donc, je considère que prendre la parole, ça a été à un moment donné un devoir. Et moi, j'ai été porte-parole de cette association, la Fédération des musulmans du Sud, et on a commencé à m'inviter sur des plateaux télé. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir un petit peu de visibilité. C'était en quelle année, Faiza? Je crois qu'on est en 2014-2015. Ok. La première fois, je fais une émission chez Mediapart. Ensuite, on m'invite sur France 2, et moi, je ne connais rien du tout au système médiatique et tout. On m'invite sur France 2 pour poser des questions à Manuel Valls, qui à l'époque est Premier ministre. Et je dois poser une question sur l'immigration. Et j'y vais, mais j'y vais juste avec mes tripes, tu vois, parce que je connais rien, je sais même pas si je vais réussir à m'exprimer correctement. Tu vois, c'est pas mon boulot, c'est pas Tu étais à l'aise avant d'y aller quand même sur ce plateau? Tu t'es mis une pression au début, oui. En fait, au début, j'accepte tout de suite. Elle m'appelle, c'est France 2, c'est l'émission Des paroles et des actes de David Pujadas. Elle m'appelle, elle me propose de venir. Je lui dis oui. Je dis oui tout de suite. Et puis, une fois que je raccroche, je me dis, mais je suis une ouf, en fait. Mais pourquoi je dis oui? Mais je peux pas aller là-bas, mais qu'est-ce que je vais lui dire? C'est le Premier ministre de la France, tu vois. Je vais m'attirer que des problèmes. Et puis, c'est pas mon monde, c'est pas mon univers. J'ai jamais fait de politique. Je me suis jamais exprimée publiquement, en tout cas pas dans ce format-là. Et puis, d'un coup, j'ai commencé à avoir un peu peur.
Et j'ai quand même ce tempérament qui est un défaut, mais pour le coup, sur ça a été quelque chose qui m'a quand même servi. J'ai ce tempérament de pas souvent avoir de marche arrière. Donc une fois que j'avais Mmh. dit oui, il n'était pas question pour moi de me défiler et de dire ah, en fait j'ai peur. Parce que c'était de ça dont il était question. Mmh. Ah, j'ai peur. J'ai peur de me planter, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de ce que ça peut représenter, j'ai peur d'après. Mmh. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, au pire, je me plante, tu vois, je suis personne, personne ne me connaît. Et à cette époque-là, j'avais pas du tout d'existence publique. Donc, et j'y vais, et ça se passe bien. Mais je t'avoue que j'ai pas mal flippé, encore Mmh. pire, quand je suis arrivée sur le plateau et que je vois Manuel Valls assis et que derrière lui, il y a tout le gouvernement. À l'époque, il y avait Taubira, Vallaud-Belkacem, Macron qui était à OK, l'économie. OK. Il y avait vraiment tout le gouvernement derrière. Et je me disais, il ne faut pas que je les regarde. Faut pas que je les regarde parce que sinon je vais avoir encore plus peur et je vais perdre mes moyens. Et j'étais concentrée, focus sur ce que je devais dire. Et je devais lui poser une question qui était relative. À cette époque-là, ils avaient fixé un quota pour accueillir des migrants, ce qu'ils, eux, appellent des migrants, de 24 000 par an. Et je lui ai posé la question de savoir si on ne pouvait pas faire en sorte que la France sorte grandie en ne bloquant pas avec des quotas des vies humaines et si on Mmh. pouvait envisager de privilégier l'humain à ce qu'on qualifie d'intérêt économique, même si ça ne l'est pas, tu vois. Et ça s'était bien passé. Et après, on m'a réinvité dans d'autres. On m'a réinvité chez Morandini sur CNews, on m'a invité chez TPMP, chez Hanouna. Euh, mais on m'a toujours invitée en tant que militante contre l'islamophobie. Et j'ai Mmh. travaillé, parce que je travaillais sur ça, parce que je faisais partie d'associations. Euh, et finalement, une fois que j'ai fait le tour, si tu veux, je pense avoir fait le tour de la question, sincèrement, je pense avoir plus rien à apporter à la lutte contre l'islamophobie. Pas parce que je considère avoir été parfaite dans ce que j'ai fait, c'est surtout l'inverse. Je pense avoir atteint ma limite. Euh, j'ai fait ce que j'ai pu et je ne peux pas faire plus. Je considère que je ne pouvais pas faire plus en tant que militante. Et donc, il faut laisser la place à d'autres qui ont encore d'autres choses à apporter, d'autres visages qu'on pourrait voir dans les médias, même si aujourd'hui c'est encore plus compliqué. Et donc ma place, elle se positionne où donc? Et en fait, je me suis dit, est-ce que je pourrais pas, plutôt que d'être devant le micro, est-ce que je pourrais pas être derrière le micro? Et moi, aider à, à visibiliser la parole des musulmans, à visibiliser cette problématique des discriminations à caractère islamophobe, à visibiliser la problématique aussi des violences policières, parce que c'est quelque chose aussi qui me tient à cœur. Euh, et en fait, quand on m'a proposé, parce qu'on me l'a proposé, hein, ce boulot, on m'a proposé un poste à la base. Mais avant mon boulot, je faisais aussi des chroniques à la radio, un peu sur BRFM, un peu sur France Maghreb 2. OK. Où j'intervenais une fois par semaine dans l'émission Le Grand Forum de Christophe. Euh, ça m'a familiarisée avec l'appareil médiatique. Et je pense que c'est comme ça que j'ai trouvé ma voie en me disant, en fait, la lutte contre l'islamophobie, c'est bien, mais la sensibilisation, porter la parole, donner la parole et Mmh. permettre justement de visibiliser cette parole-là, pour moi, c'est mieux. S'il n'est pas question de me montrer moi pour me montrer, je le dis, j'avais strictement plus rien à apporter. Je pense que j'avais vraiment fait le coup de tour. Et même quand on m'invitait, je me sentais même plus légitime à ce qu'on m'invite. Je me disais, ça y est, j'ai tout dit, j'ai plus rien à dire, inviter quelqu'un d'autre. Il y a des gens plus intéressants que moi. Euh, et maintenant, c'est un plaisir pour moi, en tant que journaliste, quand j'interviewe ou que je traite de sujets sur des fermetures Mmh. de mosquées, sur des faits islamophobes, sur des agressions islamophobes, sur Mmh. des faits de violence policière. Euh, c'est un plaisir pour moi que de permettre de donner, c'est pas un contre-discours, parce que je suis pas en train de contrer quelque chose, mais un discours que je pense être le plus proche de la réalité. Si tu Mmh. regardes comment on traite un sujet, la même thématique, tu vas lire mon article, tu vas lire l'article de BFM, tu vas savoir que c'est moi qui ai écrit l'autre, mais je pense, et c'est pas, enfin, on n'est jamais neutre parce que tout le monde est formaté par son idéologie, son histoire, son rapport au monde, son rapport à Mmh. la France et tout. C'est jamais neutre, mais c'est un plaisir pour moi que de me dire, j'essaye de contribuer à rétablir les faits.
Et je suis persuadée, et je suis sûre, et je le dis vraiment avec toute la bonne foi du monde, je mens pas dans mes articles. Je ne mens pas pour, amoindrir les responsabilités des imams parce que je les aime bien. Je mens pas. Je veux dire, quand ils ont fait, on dit ils ont fait. Je dis pas Mm. que tout le monde est parfait. Je dis pas que jamais personne n'a rien dit. Moi, ça m'est déjà arrivé de dire en off à quelqu'un, excuse-moi, mais tu vois, ce tweet-là, tu aurais pu l'éviter. Tu nous as collectivement mis dans une sauce, tu vois, parce qu'après, ben, de par les liens des uns et des autres, comment on fait pour expliquer ce que tu as dit et tout, c'est compliqué à porter parce que quand un musulman dit quelque chose de manière systématique, les autorités, les médias, les politiques, ils viennent chercher une responsabilité collective. C'est-à-dire que pour eux, ils ne considèrent pas que toi, tu as dit quelque chose dont tu es responsable, on va te demander à toi de t'expliquer. Moi, combien de fois je suis allée sur un plateau et on me dit, oui, mais Eni Ramadan, il a dit ceci, Tariq Ramadan, il a dit cela, et il me regarde comme si c'était moi qui avais écrit, quoi, tu vois. Non, mais c'est ouf. Ouais. En fait, après, tu les regardes et tu te dis, mais en fait, qu'est-ce que j'ai à voir, tu vois. Et puis, ils te disent, oui, mais vous avez des liens avec un tel et un tel. Oui, bah, tout à fait, bien sûr. Oui, c'est des gens que j'ai côtoyés, que je côtoie, que c'est des gens que j'apprécie. Tu vois, tu peux apprécier des gens et parfois pas endosser l'ensemble de leurs paroles. Tu peux même endosser à 98%. Il y a 2%, c'est le 2% qu'on va te ressortir. Et on va te dire, mais en fait, on va considérer que comme tu es musulman et qu'ils ont trouvé un selfie où vous étiez ensemble, où c'est posté sur Twitter, ou une émission, là, un podcast, tu vois, ben, on considère que tu as bu les paroles ou il a bu tes paroles. Et donc, forcément, il y a quelque chose qui fait que tu es complice s'il y a un problème. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut déconstruire parce que du coup, ça fait planer ce vent de répression collective sur nous tous, en fait. Tu as parlé de journalisme. Tu as parlé d'islamophobie. J'ai l'impression, en fait, le combat. Il y a des choses que je suis pas forcément d'accord. Faiza, laisse-moi. Attends, je vais te dire sur quoi je suis pas d'accord. Sur le fait que tu as dit, tu as l'impression d'avoir fait le tour, entre guillemets, ça, c'est ce que tu as dit, mais en même temps, juste après la virgule, tu dis que, en gros, moi, ce que j'ai compris, c'est tu veux être un petit peu moins visible, mais être plutôt derrière et donner de la visibilité aux autres. Mais tu as toujours ton utilité. En fait, le combat contre l'islamophobie, de ton côté, continue réellement. Et puis, il y a toujours, tu es toujours journaliste aussi à côté. Donc, tu traites aussi des sujets en lien directement avec l'islamophobie. Donc, voilà sur quoi j'étais pas d'accord. Moi, je pense que tu es toujours en fait une pièce maîtresse du combat contre l'islamophobie, peu importe si ça prend ensuite une forme d'expression différente. Bah, après, je suis consciente hein, que toi, tu puisses avoir cette image-là. C'est l'image qu'on me renvoie aussi. Hein. On est même là, quand des fois je croise des gens dehors ou même encore cette semaine, j'étais à la mosquée pour une janaza et on est venu me parler en me disant mais je t'ai vu, pourquoi tu parles plus, pourquoi on te voit plus à la télé, pourquoi ceci, pourquoi cela. Je suis parfaitement consciente et je le dis avec beaucoup d'humilité. Je suis consciente que aux yeux d'une grande partie de la communauté musulmane en France, notamment celle qui est beaucoup connectée sur les réseaux sociaux, j'incarne l'un des visages de la lutte contre l'islamophobie en France. Et c'est quelque chose qui a peut-être été le cas pendant très longtemps, parce que j'ai beaucoup été médiatisée à un certain moment. Mais aujourd'hui, je pense qu'à mon âge, déjà j'ai eu 40 ans, je pense qu'il faut donner la parole à des plus jeunes. Je pense qu'il faut passer le flambeau aux jeunes générations. Il faut la relève. Il nous faut une relève, en fait. Il nous faut une relève parce qu'on ne peut pas endosser tout ça tout seul. Et le poids, il est difficile. Tout à l'heure, on en a parlé d'entrée dans ton émission. Le poids, il est difficile. Alors le poids pour moi, il est certes moins difficile que pour Ismaël, que pour Abdelrahman, que pour des imams comme ça qui ont été harcelés administrativement parlant. Mais c'est un poids qui est difficile de par l'exposition et de par la thématique. On n'est pas en train de parler d'écologie, on n'est pas en train de parler de quelque chose qui rassemble tout le monde. Tu vois, quand tu parles d'islamophobie, déjà,
si tu regardes bien, à peine que tu as prononcé le nom, il y a la moitié de la population qui te saute dessus sur pourquoi est-ce que tu as utilisé ce mot. Alors que ça ne les dérange pas de dire grossophobie, négrophobie, et tous ces mots en phobie là, qui veulent tout et rien dire en même temps. Ça ne les gêne absolument pas. Sauf que dès qu'on dit islamophobie, ah non. Puis ils te sortent des trucs farfelus, que ça a été inventé en Iran par des mollahs Par les mots là. Caroline Forest. voudraient Complètement interdire dingue. la critique de l'islam. La critique de l'islam en France, elle est largement possible et protégée, même je dirais. Il vous suffit d'allumer ces news pour vous en rendre compte. Donc ne vous en faites pas à ce niveau-là. Tu vois, il n'a jamais été question pour nous de vous empêcher, islamophobe que vous êtes, de vous exprimer sur ce sujet. L'islamophobie, la définition qui est retenue et qui est celle d'instances internationales aussi, et de nombreuses ONG, dont la LDH, dont Amnesty, et qu'on ne peut pas, je pense, taxer d'islamisme ou de proximité avec les frères musulmans, même s'il y en a qui ont tenté, c'est bien les manifestations d'hostilité, de racisme à l'égard des populations musulmanes ou perçues comme telles, tu vois. Donc la définition, elle est simple, mais le mot, la problématique, elle cristallise tellement toutes sortes de rejets, en fait. Je pense très sincèrement que les gens, ils entendent juste islamophobie, ils ne veulent même pas entendre la suite. Ils ne veulent même pas entendre le reste de ce que tu vas dire. C'est-à-dire que le mot les a heurtés, le mot les a hérissés à tel point qu'ils vont te rejeter, même toi, en tant que personne. Donc, tu te dis, effectivement, bon, la thématique est lourde, l'engagement est lourd, mais après, j'ai toujours ce truc du cœur de me dire, c'est lourd, mais ça vaut le coup. C'est lourd, mais on ne peut pas laisser tomber. C'est lourd, mais on ne peut pas laisser ça à nos enfants. C'est lourd, mais il faut continuer. Et je pense que l'engagement politique, alors je sais que les gens, des fois, ils entendent politique, ils se disent non, ils pensent qu'on est en train de parler d'affiches électorales et tout, mais ce n'est pas ça du tout. L'engagement politique, il peut se faire, se décliner sous plusieurs manières, et la visibilité, la participation, c'est quelque chose de vraiment très, très important pour justement ne pas participer à la marginalisation des acteurs de la lutte contre l'islamophobie. Parce que quand on se retrouve tout seul, ça aide à nous marginaliser, ça aide à nous mettre de côté, ça aide à dire personne ne les soutient, personne n'est d'accord avec eux, au fond, personne. Qu'est-ce qui pèse, ces gens? Qu'est-ce qui pèse? Alors qu'en fait, nous, on sait que quand on sort, les gens, ils sont là, ils nous encouragent, même à la caisse de Carrefour, tu vois, ils viennent, ils te disent bravo. Les gens, tu les connais même pas, tu vois, ils prennent le temps de venir te dire bravo, merci. Moi, pour moi, les gens qui me disent merci, c'est cœur sur vous, tu vois. Juste merci, c'est pas, ils sont pas là pour ton ego. Ils te disent merci, mais merci pour eux. Ça veut dire que tu les connais pas et que quand tu as parlé pour eux, tu as parlé pour toi à la base. Tu as parlé de ce que toi tu ressens, de ce que toi. Mais ça touche les gens, ouais. Et en fait, ils se sont sentis compris par quelqu'un dans une problématique, celle de l'islamophobie, qui touche à quelque chose de très très intime chez nous. Ta religion, mais ton identité aussi. C'est ce que tu es, c'est d'où tu viens. C'est quelqu'un qui parle le même langage aussi, les mêmes codes. Tout à fait. Et c'est hyper important. Et là, pour revenir à ce que tu me dis, c'est pour ça que tous les 4 matins, je me dis j'arrête tout, et que tous les 4 matins, je me dis je rallume mon Twitter, tu vois. Et en fait, c'est des fois c'est lourd, des fois tu te dis allez, à quoi bon, et puis voilà, ça y est, mais je persiste. Je pense sincèrement que médiatiquement parlant, en tant qu'intervenante, il y a des gens qui ont beaucoup plus de choses intéressantes à dire que moi maintenant aujourd'hui, tu vois. En tout cas, moi, j'espère que tu feras toujours partie du décor, et j'espère que nous aurons aussi l'occasion ensemble de pouvoir faire des choses contre l'islamophobie. Inch'Allah. Oui. Inch'Allah. Faiza, restons sur le journalisme. Tu travailles pour la ligne éditoriale, en fait, tu travailles pour le journal, Anadolu, c'est ça? Je le prononce bien? Anadolu, c'est une agence de presse. L'agence de presse. Turque. Oui.
Oui, alors, parlons des Turcs, parlons de la Turquie, parlons de ce journal. Alors, est-ce que le fait que tu sois en fait journaliste, tu es journaliste depuis quoi? 8 ans avec eux? Ok, ça fait 8 ans que tu travailles avec cette agence de presse. Est-ce que ça t'a valu des critiques euh, euh, violentes parce que tu travaillais avec un journal turc? Bien sûr, mais Pourquoi, à ton avis? ça fait partie d'ailleurs des critiques qui ont été parfois les plus virulentes à mon égard pour certaines choses. Hmm. Il y a plusieurs volets. Il y a la question et on va se le dire clairement, la Turquie est aujourd'hui et depuis très longtemps l'un des pays, pour pas dire le pays, parce que parfois ça a vraiment été le cas, notamment en 2020 quand il y a eu quand il y a eu la loi séparatisme et tout, le gouvernement turc, et là je ne le dis pas parce que je travaille pour une agence turque, je le dis, Hmm. je suis totalement libre et si ce n'était pas le cas, je le dirais. Enfin, je sais qu'il y en a certains qui vont dire c'est eux qui la payent, donc forcément, mais ils me payent, mais personne ne m'achète. Voilà, on va commencer par dire ça. Une fois que j'ai posé ces bases-là, on me paye mon salaire, mais personne ne m'achète. Euh, je suis très à l'aise en disant que la Turquie est le pays le plus visible, le plus audible et le plus engagé médiatiquement, politiquement, dans la lutte contre l'islamophobie. Donc pour moi, quand je m'engage avec eux professionnellement parlant, je sais, et je le sais à 3000%, que je vais avoir carte blanche pour écrire ce que je veux sur ces problématiques-là dont je suis, et je le répète en toute humilité, dont je suis spécialisée, sur lesquelles je suis spécialisée. Euh, Contrairement à ce qu'on pourrait penser, jamais et au grand jamais en 8 ans, on m'a fait réécrire un article. Au grand jamais. Quand on me les corrige, on va me corriger une faute d'orthographe, une faute de grammaire, un titre mal mis. Jamais on a corrigé mon contenu. Jamais. Subhanallah. Un, parce qu'on me fait confiance, mais deux, parce qu'on considère que en matière de lutte contre l'islamophobie, il faut dire les choses. Si on ne les dit pas, si nous, premiers concernés, si nous, médias turcs, on ne le dit pas, qui va le dire en fait? Qui va le dire? Et moi, j'ai des souvenirs d'un certain nombre de discours politiques qui m'ont beaucoup rassurée de la part de la Turquie, notamment quand il y a eu cette loi délirante contre un prétendu séparatisme. Eh bien, le président Erdogan était monté au créneau contre cette loi dont il a considéré qu'elle ciblait explicitement les musulmans et qu'elle était clairement islamophobe. Et c'était quelque chose qui était pour moi, en tout cas, important parce que je me reconnais dans les valeurs de cette agence, parce que je considère que la liberté qui m'est donnée, et je le dis vraiment de manière très transparente, la liberté qui m'est donnée là-bas, elle pourrait m'être donnée dans aucun média français. Et j'ai beaucoup été critiquée parce que, évidemment, alors on vous dit, tu sais, dans l'imaginaire collectif, on te dit Faiza fait partie d'associations proches des frères musulmans. Faiza est proche de Tariq Ramadan, donc proche du petit-fils du fondateur des frères musulmans. Faiza travaille pour l'agence Anadolu. La totale. Donc, en fait, si tu veux, tu as une espèce de toile d'araignée qui s'est tissée autour de moi. Mais étant une femme, on peut pas, et en plus, j'ai cette particularité de porter des discours droite dans mes pompes sur ces sujets-là, alors que je ne porte pas de hijab. Donc les gens voudraient m'attaquer, mais ils se disent en fait, si elle avait le hijab, ce serait beaucoup plus simple en fait. On pourrait dire, hey, c'est une islamiste en fait celle-là, mais elle n'a pas le hijab, donc en fait c'est une islamiste sous takia. Donc du coup, si tu veux, un certain nombre de mes articles ont été critiqués, notamment par le CIPDR, où une fois j'ai écrit, alors c'était quoi le CIPDR, alors le comité interministériel Attends. de prévention de la radicalisation
Constitution ou un truc comme ça. Bref, c'était un organe qui dépendait directement de Matignon et qui était dirigé par un ancien proche de Manuel Valls, qui d'ailleurs a été mis en cause dans l'affaire du fonds Marianne, dont tout le monde se souvient. Et ça aussi, ça mériterait un podcast entier, ce truc du fonds Marianne. Parce qu'en fait, ça touche à tout. Ça touche à l'islamophobie, ça touche à le séparatisme, ça touche au terrorisme, ça touche aux réseaux sociaux, ça touche au harcèlement en ligne. Et en fait, ils ont fait une chekchouka à l'intérieur pour essayer de faire croire qu'ils travaillaient avec des fonds publics, mais avec une ligne complètement islamophobe qui consistait à harceler toutes les personnalités musulmanes sur les réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment, franchement, et dire qu'ils ont fait ça avec nos impôts. Bon, je change de sujet parce que sinon, je vais partir sur... Mais j'avoue, non, mais c'est vrai que c'est un sujet très intéressant et j'espère qu'on aura l'occasion d'en... Ça, c'était vraiment une folie, par contre. Ça, c'était vraiment, vraiment une folie. Mais pour revenir au CIPDR, ça m'est arrivé, au-delà des critiques de citoyens lambda qui te disent « Oh là là, elle écrit dans les colonnes des frères musulmans », voilà, pour la faire courte. Le CIPDR, c'est l'État français. C'est un organisme qui dépend du Premier ministre. C'est le drapeau bleu, blanc, rouge sur leur papier en tête. Et ils sont là, ils prennent tes articles et ils mettent dessus fake news parce que tu as écrit... alors il me semble que la formule exacte, j'ai fait un article sur cette loi contre le séparatisme où je dis... et c'est vraiment une phrase dans l'article, mais j'étais virulente quand même, mais je pense que c'était juste, tu vois. Je dis que ces nouveaux textes législatifs, ils sont destinés à museler l'expression musulmane. Et j'en suis aujourd'hui encore, des années après, toujours convaincue, tu vois. Je n'enlève pas... C'est même soft, c'est même... J'enlève absolument pas une virgule de ce que j'ai écrit dans mon article, même des années après. Je veux dire, je le relis, j'assume complètement chaque caractère que j'ai tapé avec mon ordinateur, tu vois. Et le CIPDR prend des extraits et dit fake news, l'agence de propagande Anadolu, parce que du coup, comme ça vient de la Turquie, c'est forcément de la propagande, hein, ça ne peut pas être du journalisme. Et en fait, tu te dis, ils sont vraiment prêts à tout pour te décrédibiliser. Ils n'ont pas réussi à te faire en tant que militante, parce que j'ai tellement rien à me reprocher, et c'est tellement dur de m'accuser de radicalisation quand tu vois ma vie, ils n'ont pas réussi à me faire sur ce niveau-là, et donc ils s'attaquent à ma crédibilité, à mon identité de journaliste, alors même que j'ai une carte de presse qui m'est remise chaque année par le ministère des Affaires étrangères. Donc, ma carte de presse, c'est la France qui me la donne, tu vois. Et c'est le Quai d'Orsay qui me la donne. Et c'est des entretiens, et c'est un dossier. Et tu vois, la carte de presse, c'est pas tu claques des doigts et tu obtiens ta carte de presse. C'est une vraie carte de presse. Et en fait, à ce moment-là, j'aurais pu avoir peur et me dire, bon, ça y est, ils sont sur mes côtes, ils vont réussir à m'abattre, tu vois, parce que toucher à ta crédibilité de professionnelle, c'était compliqué à vivre, tu vois. Et alhamdoulilah, j'ai eu quand même la chance au niveau de ma rédaction, et même il y a eu des réactions du porte-parole de la présidence turque qui a complètement soutenu ce que j'ai écrit, pas pour le contenu, mais qui a dit, mais la France doit protéger les journalistes et doit leur permettre d'écrire librement. Et pourquoi est-ce que vous vous attaquez à nos journalistes qui sont en plus français, tu vois? Et en fait, la position de la Turquie à ce moment-là, il n'y avait pas que mes articles, hein, j'avais aussi un collègue qui, lui, est franco-turc, dont les écrits ont été beaucoup, beaucoup attaqués aussi. On était tous les deux. Et au final, tu te dis, alhamdoulilah, je ne suis pas certaine que si j'avais travaillé dans une autre rédaction et que j'étais mise en cause par un organe institutionnel, on m'aurait soutenu. Été lâché. Ouais. Mais bien sûr, on m'aurait jeté au chien, on m'aurait mise à pied, on m'aurait, tu vois, pour avoir exprimé une opinion, alors même que sur un certain nombre de chaînes d'information en continu, tu as des opinions toute la journée. Et je précise d'ailleurs que pour cet article, on avait écrit que c'était un article d'opinion. C'est écrit à la fin, tu sais, quand tu donnes trop ton avis ou que c'est un édito, à la fin, il y a une petite note qui dit les opinions qui sont exprimées dans cet article ne reflètent que le point de vue de l'auteur et n'engagent pas l'agence. C'est-à-dire que c'est un article d'opinion. Ça se fait partout. Et là, c'était précisé. C'était clairement précisé. C'était pas une dépêche factuelle où j'affirmais des choses et je considère que je détiens la vérité. Non, c'est un article d'opinion. Et ils ont décrété. Et je t'avoue que ce jour-là, quand il y a eu ça, au début, j'ai eu peur parce que je me suis dit, bon,
ça sent pas bon parce que j'ai pas envie de faire de vagues, j'ai pas envie de faire de problèmes à mon employeur qui me fait confiance. Ils vont se faire peut-être engueuler. Le rédacteur, tu vois, toute la chaîne hiérarchique, avant d'arriver tout en haut, tu as du monde qui a contrôlé, qui a relu, qui a publié, tu vois, personne n'a trouvé rien à redire. Et puis, il y a cette notion de confiance vis-à-vis de moi aussi. Et tu te dis, bon, est-ce que voilà. Et alors oui, le fait que je travaille pour un organe de presse turc m'a valu un certain nombre de critiques, mais je le dis et je le répète, aucun organe de presse en France, ou peut-être même en Europe et même plus largement que ça, ne m'aurait jamais donné la liberté de parole sur la lutte contre l'islamophobie que je peux avoir aujourd'hui, encore 8 ans après, avec Anadolu, avec tous les déboires qu'ils ont eu à avoir parce qu'ils ont été éclaboussés par mon exposition aussi. Tu vois, aussi, ils n'ont rien demandé, ils se retrouvent, la journaliste d'Anadolu, elle a mis ça, elle a tweeté ça, elle a dit ça, et machin. Jamais un mot, jamais une critique, jamais une remontrance, jamais rien. Masha'Allah. Et, non, mais ça, ce que tu dis, je rejoins une autre information que j'ai. Mais ce que j'aimerais savoir, Faiza, creusons un petit peu. C'est qui te critiquait sur le fait que tu travaillais aussi avec un journal turc, même pas forcément en fait Anadolu, mais avec un journal turc. Est-ce qu'il y a... C'est un petit... ma question est volontairement un petit peu orientée. Nous n'en avons pas parlé avant. Et en fait, est-ce qu'il y a des personnes, même dans, je sais pas, parmi... dans la sphère militante, etc., est-ce qu'il y a des personnes qui ont critiqué le fait que tu travailles avec un journal turc? Oui, alors... on n'est jamais venu me voir directement en me disant écoute, pourquoi tu travailles pour eux, tu vois. Ceci étant, j'habite Nice. On ne va pas faire de commentaires sur Nice, hein, c'est une très belle ville, ne rigole pas comme ça. Non, mais parce que moi, je viens pas. J'entends plein de trucs sur Nice, mais du coup. J'aimerais bien qu'on entende moins de choses sur Nice, mais ceci étant, j'habite Nice. J'habite Nice et par exemple, je vais te dire très clairement, dans mon boulot, il m'est arrivé très régulièrement de interviewer des personnalités issues de LFI, avec qui on a des combats communs, qui sont présents sur la question palestinienne, sur la question de l'islamophobie, qui sont toujours là. Qui sont toujours, moi je pense, du bon côté. Sauf que ici à Nice, j'ai pas ce problème quand je suis à Paris, quand j'interviewe des députés parisiens ou que je les interviewe à l'Assemblée nationale et tout, j'ai jamais eu ce problème. Sauf que quand je suis ici à Nice, j'ai cette difficulté avec des personnalités issues de LFI, avec qui je m'entends très très bien, mais qui refusent de répondre à mes questions, qui refusent de répondre aux questions parce que c'est Anadolu, vis-à-vis de cette question avec un certain nombre ici de personnes qui sont de nationalité turque, d'origine kurde, et qui ont des problèmes avec la justice en Turquie. Et évidemment, c'est un sujet hyper complexe, tellement complexe que je ne vais absolument pas m'aventurer dans une explication de ce qu'est ce conflit parce que, n'étant pas turque, n'ayant même jamais mis les pieds en Turquie, je ne suis pas du tout légitime à m'exprimer sur ce sujet-là. Mais c'est vrai que oui, j'ai eu, il me semble même, et je ne mentirai pas, je crois que en 2018 ou 2019, c'est 2019 la chute de Daesh, je crois, 2019. J'ai reçu même des menaces de mort de certaines personnalités qui sont donc de nationalité turque, mais qui ont des problèmes liés à cette question. Ceux qui faisant partie du PKK. Voilà, j'avais pas envie de les citer, mais voilà. Et en fait, il y a des gens comme ça qui m'ont envoyé des menaces de mort avec des images d'enfants syriens déchiquetés en me disant c'est ce qu'on va faire à tes enfants ou des choses comme ça. Donc là, pour moi, on basculait dans encore autre chose. On était dans un vrai. J'ai pas envie de leur faire de pub pour pas les citer, mais j'ai des noms en tête et tout. Je me rappelle encore bien de leur truc, même 6-7 ans après, tu vois. Et je m'étais dit, en fait, je me retrouve la victime collatérale d'un truc où, en fait, on s'en prend à moi, mais qu'est-ce que j'ai à voir dans ce conflit? Qui te dépasse, alors que toi, on t'a laissé l'opportunité de t'exprimer et de pouvoir écrire des articles sur une cause qu'on doit défendre en tant que musulman. Après, je te mentirai pas,
j'ai déjà pris position sur ce sujet-là. Aujourd'hui, j'ai compris que ça servait strictement à rien parce que j'ai pas de légitimité à m'exprimer sur ça, tu vois. Mais en fait, j'ai déjà fait des articles dans lesquels j'ai déjà interviewé des experts, notamment sur cette question du terrorisme en Turquie. Et il me semble qu'une fois, j'avais fait un tweet en disant que la Turquie était légitime à combattre le terrorisme sur son sol et que de la même manière que la France combattait Daesh, il était normal que la Turquie combatte le PKK. Alors, je ne l'ai peut-être pas formulé comme ça, mais il me semble que j'ai écrit un truc dans le genre. Et que je l'ai regretté après, mais je ne l'ai pas regretté pour le contenu. Je l'ai regretté parce que je me suis dit, ah, allez, j'ai rallumé Twitter et là, je me suis fait harceler sur plein de choses. Et je me suis dit, je ne suis pas légitime à m'exprimer sur ce sujet. Je ne suis pas turque, tu vois, même si ma position, je la maintiens, hein, tu vois, c'est vraiment, je considère que la lutte contre le terrorisme, elle doit pouvoir se faire en Turquie comme ailleurs, et que si la Turquie est victime d'attentats sur son sol, elle est légitime à riposter de la même manière que les pays occidentaux le font tous les jours, y compris sous des formes parfois peu légitimes. Mais tu vois, c'est vrai que oui, on n'en a pas parlé avant et je crois que c'est la première fois que j'en parle publiquement parce que c'est un sujet un peu sensible. Je te cache Ouais. pas que voilà, c'est un sujet un peu sensible, mais ouais, j'en parle très très rarement. On reste sur les menaces de facho, mais Ouais, mais c'est important parce que tu as quand même reçu des menaces de mort. C'est pas rien, en fait. oui, 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 complètement, complètement. Mais je les ai passées sous silence, tu vois, parce que j'avais pas envie d'alimenter le truc, et puis quelque part aussi parce que tu sais pas dans quelle mesure c'est possible. C'est pas des sphères que je connais. Euh, Ouais. c'est comme, tu vois, quand tu reçois des trucs de gars avec des cochons en photo de profil et tout, bon, tu sais grosso modo à qui t'as. Ouais, Le tranquille. gars, il vote Zemmour, il t'envoie une photo d'un avion, il te dit allez, tous au bled, machin et tout, tu vois, c'est genre classe maternelle. Euh, et tu sais très bien que celui qui passe à l'acte, il va pas te prévenir en t'envoyant un message avant de venir te chicoter, tu vois. Donc, c'est pas les fachos, je les mets pas dans le même panier. Mais à ce niveau-là, on parle d'une organisation qui a potentiellement déjà fait des attentats, qui a potentiellement commis des violences sur des personnes. Et donc, tu ne sais pas vraiment dans quoi tu as mis les pieds. Mais Ouais. ça a été un passage où je me suis posé pas mal de questions. Ouais. Et Ok. après, parce qu'il n'y a pas que ça, quand il y a eu, après le 7 octobre 2023, j'ai focalisé, comme beaucoup de rédactions, mon travail sur la question palestinienne. Et là, je crois que ça arrive à peu près en novembre. Il y a une liste de numéros de téléphone qui circule dans les sphères sionistes sur Telegram. Il y a mon numéro à l'intérieur. Il y a plein d'autres numéros. C'est pas que moi, en fait. Je suis perdue. Mon numéro, il est perdu au milieu de plein d'autres. Et je vais même te dire, on est 2 ans après. Encore la semaine dernière, il y a un gars qui m'appelle depuis novembre 2023 pour me faire des appels anonymes, des, euh, des menaces de mort, des trucs, voilà. Et ça s'arrête pas. Et au début, ça s'arrête pas, mais genre quand je te dis ça s'arrête pas, c'est pendant un mois, tous les jours. Tu dors, tu manges, tu te aux toilettes, tu es à la salle de Ouais. bain. Ça s'arrête pas. Tu peux pas t'arrêter. Et moi, mon numéro de téléphone, je me disais, ils vont pas gagner. Et mon rédacteur en chef, il me dit, change de numéro, Faiza, c'est pas grave, on te change la ligne et tout. C'est eux qui payent mes factures de téléphone. Donc, ils me disent, change la ligne. Et je dis, mais non, en fait, ils vont pas gagner. C'est pas comme ça, mais je peux pas courber le dos comme ça et, grosso modo, reconnaître, tu changes de numéro, t'as peur. Mais moi, j'ai pas peur, c'est pas grave, je vais continuer à travailler sur la Palestine, c'est pas un problème. Et après, alors, parfois, il m'appelait en me disant bonjour, c'est le livreur, est-ce que je peux avoir le code du portail et tout. Donc, je déduisais dans ma tête, je suis pas chez moi. Je me dis, mais est-ce qu'ils sont vraiment à mon portail? Ils voulaient le code Ouais, pour. c'est vraiment. Est-ce que machin? Et puis, des fois, je m'absente pendant une semaine pour le boulot, je rentre, je trouve ma boîte aux lettres cassée. Non, ça a été vraiment violent. J'ai Ok. reçu des vraies folies de la part de ces gens-là. Et ils te disaient, voilà, on a ton numéro, attention aux enfants. Vraiment, ils ne s'arrêtaient pas du tout. Ça ne s'est pas arrêté. Et il y a un mec qui m'appelle encore 2 ans après.
Et il m'appelle et maintenant, il me menace plus. Il me dit, mais oh là là, ça fait 2 ans que t'as pas encore porté plainte. La police est même pas venue me chercher et tout, tu sais, genre dans un vrai sentiment d'impunité. Genre, il me dit, oh là là, j'ai même pas fait encore de garde à vue. Ça fait 2 ans que je te harcèle. Tout le monde s'en fout de toi. Je Mais suis en... c'est pas fou quand même. Pendant 2 ans, il a que ça à faire, il t'appelle. Ouais, Même il en vient, il te menace même plus. Il se dit, mais... ouais, ouais. Enfin, je veux dire, c'est un fou. Mais tu sais, je vais rebondir sur deux choses. Euh, Faiza, la première, c'est quoi? Pourquoi j'ai parlé de ça? J'ai parlé de ça parce que je me permets de parler de moi. Je suis en collaboration avec Nouvelle Aube. Et en fait, mes prises de position, moi, sont sur l'islamophobie et sur la Palestine. Je vais en venir ensuite après au deuxième point. Mais c'est lié. Et en fait, quand il y a des gens, en fait, j'avais une conférence en 2000. Non, c'était en mai 2025. J'avais une conférence. Ensuite, j'ai été victime d'une campagne de diffamation à mon sujet. Tout est parti de quoi? Juste parce qu'à un moment, j'avais fait, tu vois, il y avait un espèce de. Il y avait des histoires avec le premier, le mini, pardon, le maire d'Istanbul, etc. Enfin bref. Et moi, j'avais écrit en fait un petit post, un petit carrousel pour recontextualiser un petit peu ce qui se passait en Turquie. En l'occurrence, j'avais parlé aussi du PKK. Et je suis tombé sur des gens. C'est pour ça. Et en fait, je vais pas tout mélanger, je vais parler ensuite du deuxième point. Et en fait, il y a beaucoup de personnes de la gauche, certains partis politiques, qui se font passer le mot. Là, je parle de Nouvelle Aube. Il y a Anadolu, il y a TRT, bref. Mais dès que tu travailles pour un journal, on va te discréditer, un journal turc, on va te discréditer direct. Mais d'une violence, parce que et si ceux qui ont lancé une campagne de diffamation, ils regardent cette vidéo, je leur en veux, je leur en veux énormément. Parce que c'est d'une violence, mais en plus d'une violence lâche, parce qu'ils se cachent et ensuite, après, c'était anonyme. Bref, des syndicats, des partis politiques, etc., qui ont pris position pour le PKK, mais c'est des gens ils s'ennuient un petit peu chez eux, donc parfois il leur faut un petit peu des causes. Tu vas voir où je vais en venir, Faïza, je me permets, hein, des petites sorties de route. Il leur faut un petit peu des causes, etc., c'est pas dans leur chair. Pour ça, tout à l'heure, j'ai utilisé le mot « c'est dans ta chair ». Et c'est dans la nôtre. Et ensuite, tu travailles pour un média, tu es pro-Erdogan, tu fais du prosélyte islamiste, euh, homophobie, négation du génocide arménien, plein de trucs, c'est plein de diffamations. Et en fait, après, au fur et à mesure, quand je participais en fait à des manifestations et autres, j'arrêtais pas d'entendre ah tu travailles avec le Nouvel Aube, un journal d'extrême droite, si ça machin. Et en fait, je l'ai entendu une fois, deux fois, trois fois par des gens du NPA, par des syndicats, et c'est toujours la même rengaine. Et c'est pour ça que j'ai vite fait le lien avec ce que tu dis, et même ce même type de personnes qui critiquent beaucoup de frères turcs, musulmans, très engagés. Ils ont une haine contre les Turcs, c'est incroyable. Et, et force aux Turcs. Vraiment, parce que c'est une communauté, masha'Allah. C'est pas pour, voilà, tu vois, je suis pas pro Erdogan, je suis pas turc. Voilà. C'est juste que parfois, il y a des choses qui sont factuelles. Et le deuxième point, c'est Faiza, nous prenons des prises de position. En tant que musulmans, nous sommes contre l'islamophobie, nous prenons des prises de position contre l'islamophobie et pour la Palestine. C'est d'une violence. On peut être victime de violences au pluriel, c'est incroyable. Palestine, sioniste, tout ça, contre l'islamophobie. En l'occurrence, tu travailles pour un média turc, tu peux te mettre une bonne partie des gens de gauche. Je veux dire, tu peux les avoir comme ennemis, tu vois. Et tu peux avoir. Et tu as forcément les sionistes comme ennemis et les gens de l'extrême droite comme ennemis. Qui nous reste-t-il? Parfois, tu vois, on se pose la question, tu vois. Moi, je me pose la question, mais je me dis, avec qui finalement peut-on travailler dans la bienveillance sur des combats? Mais c'est vraiment très compliqué dans ce paysage politique complètement éclaté. Enfin, désolé, je suis parti loin, j'ai parlé un petit peu de Nouvelle Eau parce qu'en fait, j'ai vite fait le lien et ça m'a beaucoup parlé, Faiza, ce que tu as partagé. Et tu as vu, on n'en a pas parlé en off, etc. de ça, mais je savais que c'est quelque chose de malheureusement, de très problématique. Et il y a beaucoup de frères turcs, je répète encore, musulmans très engagés, qui subissent aussi beaucoup de violence. Ah oui, après le phénomène il est répandu, mais moi
je vais te dire la vérité, je me refuse à m'expliquer sur mes choix professionnels à Pierre-Paul Jacques. Ça m'intéresse pas quand j'ai un gaucho fanatique qui vient me voir pour me demander des explications sur ma carrière professionnelle. Ça m'intéresse pas de me justifier vis-à-vis de lui. Pour une seule et bonne raison. Quand tu allumes la télé, tu regardes, je vais encore parler de la même chose, BFM et CNews. Ces gens-là, quand BFM et CNews les invitent, ils y vont en courant. En courant. Alors même qu'ils sont pas d'accord avec la ligne éditoriale. Ils y vont. Et nous, ils voudraient que si on n'est pas d'accord avec même un moindre petit truc, eh bien on n'y aille pas. Pour quelle raison? Sur la base de quoi? Parce que nous, en fait, ils considèrent qu'on doit encore plus montrer patte blanche que les autres. C'est-à-dire que, étant issus d'une minorité, nous, par capillarité, si on y va, c'est qu'on est d'accord avec tout. Si tu vas, tu sais, c'est ce que je disais tout à l'heure, si tu parles avec un tel, bah, tu es d'accord avec tout ce qu'il a fait. Si tu vas dans un média, tu es d'accord avec tout ce qui est dit dedans. Si tu vas avec un média qui est détenu par un tel, tu es d'accord avec tout ce que la personne elle a fait. Sauf que pour eux, ça marche pas. Eux, tu vas leur dire, tu es d'accord avec Bolloré, ils vont te dire, mais jamais de la vie, mais j'y vais pour parler aux gens, mais j'y vais parce que c'est un média, parce que c'est la presse, parce qu'il faut visibiliser le combat et tout. Donc en fait, vous avez besoin, vous avez le droit et vous avez une légitimité à visibiliser le combat. Et nous, en fait, comme on est des complices d'office, on devrait montrer patte blanche. Et donc, pour montrer patte blanche, on doit montrer une hostilité à l'égard de ceux auxquels vous-même vous êtes hostile. Mais moi, ça marche pas comme ça, en fait, ça m'intéresse pas. Et en plus, c'est les seuls qui nous donnent l'opportunité de pouvoir nous exprimer sur des choses, la Palestine, l'islamophobie. Tout à fait. Si tu retires aujourd'hui TRT, Nouvelle Aube, Bernard Delou, il va te rester quoi? Merci. Merci, Faiza. Merci. Sur la question palestinienne, il va te rester Al Jazeera. Ouais. Sur la question de l'islamophobie en France, il va te rester absolument rien. Mais genre, quand je te dis rien, c'est rien. Tu peux toujours chercher. Tu auras le AJ+ français, qui a une portée très limitée, mais tu n'auras absolument rien, y compris les médias alternatifs que sont Mediapart, qui très souvent font un travail qui est remarquable sur un certain nombre de choses, sur les enquêtes, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais sur des thématiques, sur la question palestinienne et sur les questions d'islamophobie, Mediapart souvent à côté de ses pompes. Donc, ou par manque de courage, ou je sais pas, mais c'est pas assez. En tout cas, c'est pas assez. Mais en fait, moi, je refuse, tu vois, ce truc-là qui consiste, parce qu'on est issu d'une minorité musulmane ou d'une minorité immigrée, qu'on doive systématiquement, d'abord, avant qu'on nous écoute, il faut qu'on se désolidarise de tous ceux avec quoi eux, ils sont pas d'accord. Ils se disent ça. Parce que, tu sais, quand ils viennent te voir et te disent, ouais, tu travailles avec Nouvelle Aube et tout, ils sont pas en train de se dire de se poser la question de savoir si peut-être toi, tu es d'accord avec ta ligne éditoriale. Tu as le droit d'être d'accord. C'est quoi leur problème? Pourquoi moi, je devrais penser comme vous? On est où là? C'est pour ça que moi, j'ai ressenti aussi ce besoin, que tout à l'heure, je t'ai dit, ouais, j'ai fait une erreur, c'est quand voilà, j'ai commencé à tweeter la Turquie est légitime à se défendre contre les attaques terroristes qui sont perpétrées sur son sol. Et je le dis et je le redis, tu vois. Mais on considère que, en fait, parce que tu le dis, t'as pas le droit de le penser, en fait. Et moi, je le pense. Je le pense vraiment. Genre, je vois pas avec avec quoi je ne serais pas d'accord sur, en tout cas, le regard que porte la Turquie sur la France. Je travaille que sur la France. Je suis la correspondante en France d'Anadolu. On est deux. Je suis française, je suis franco-marocaine, mais j'ai pas de regard sur la politique en Turquie. Mais, tout ce qui est dit en Turquie sur la France, c'est vrai, tu vois. Et pourtant, je suis sûr qu'on ne parle même pas de ton travail sur l'islamophobie et sur la Palestine. Mais tu on va retenir juste. Exactement. C'est ça qui est triste, parce que excuse-moi, vraiment, je fais le lien, parce qu'après, j'aurais posé ces questions à des syndicats, à des partis politiques. Hein. Il y avait de tout, c'était dans un collectif Palestine. Tiens, allez, mettons, voilà, parlons-en. Bref, j'ai dit plein de trucs après en détail pour leur faire comprendre qu'ils étaient dans l'erreur. Et ensuite, j'ai perdu le fil. Tu as dit que dans le collectif Palestine, par exemple? Oui. Alors, je voulais en venir quelque part. Attends. Ça va oui, voilà. Voilà, exact. Et voilà, c'est bon, ça m'est revenu, Faiza. Et en fait, j'ai vu que, ils ont fait des captures écran de mon compte Instagram. Tout mon travail, il est visible. Là,
avant que je sois sur YouTube, mon travail principal, il était sur Instagram. Et en fait, pendant des mois, ils scrutaient, ils avaient fait des captures écran, etc. de mon compte Instagram. Toutes les sorties que j'ai faites en vidéo, c'est sur, je répète encore, l'islamophobie, la Palestine. J'aurais posé juste la question. On était dans un collectif Palestine que j'ai quitté. Alhamdoulilah. Et j'aurais demandé, est-ce que vous avez vu l'une de mes sorties, l'une de mes vidéos, l'une de mes réflexions sur la Palestine? Non, 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 non. Voilà leur sincérité. En fait, c'est ça, c'est déplorable. Vraiment, Faïza, là, je parle avec mes propres mots, c'est vraiment, vraiment déplorable. Et malheureusement, je vois ça dans beaucoup de collectifs sur la Palestine en France. Parce qu'en fait, après, ils vont se servir de cet argument une fois qu'ils ont exclu une ou deux personnes en disant qu'ils sont trop radicaux, trop avec des liens bizarres et tout. Une fois qu'ils ont identifié des personnes comme ça, qu'ils les ont exclus, qu'ils ont fait des campagnes contre eux, ça leur sert. Quand eux, ils sont accusés d'être des radicaux, ça leur sert. Parce qu'après, c'est facile de dire, mais non, mais regardez, on a viré lui, parce qu'il a fait ça, parce qu'il a dit ça, parce qu'il était radical. Donc, c'est que nous, on ne l'est pas. Afficher comme ça une hostilité vis-à-vis de quelqu'un, ça sert forcément une cause. Et donc, la cause qui est servie, pour moi, je pense que c'est juste se dédouaner, s'écarter. Voilà, mais après, c'est des mécanismes auxquels on assiste dans beaucoup de cultures. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Faïza, nous avons parlé. En fait, il y a tellement de choses à dire. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous avons parlé un petit peu de Palestine, nous avons parlé de médias, etc. C'est intéressant aussi la partie sur le journal. Mais tu as été candidate aux législatives de 2017. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le sujet? Non, pas spécialement, parce qu'en fait, je l'ai fait sur un coup de tête. Je vais t'expliquer vraiment le truc. Je l'ai fait sur un coup de tête, sans du tout de campagne, parce qu'à ce moment-là, alors je ne sais plus c'était quoi l'événement particulier. On parle des élections avec des amis du quartier, et on se rend compte que Christian Estrosi récupère les voix des musulmans et des personnes issues de l'immigration dans le quartier des Moulins, ici, dans le secteur où j'habite. Et en fait, on n'est pas d'accord avec ça. On n'est pas d'accord avec le fait qu'il y a encore des gens qui lui donnent une crédibilité et qui sont issus de nos minorités, tu vois. Et donc, j'ai posé cette candidature uniquement pour lui soustraire un peu de ces voix-là. Parce que c'est le quartier, c'est le secteur dans lequel je vis, je sais que j'ai de la famille, j'ai beaucoup d'amis, j'y connais pas mal de monde. Et donc, je n'avais pas envie qu'il arrive premier chez nous, tu vois. Bon. Et au final, il ne s'est pas présenté lui, c'était Marine Brunier qui a été élue d'ailleurs ensuite, parce que la circonscription est très grande et elle inclut aussi l'arrière-pays et tout, donc je te laisse imaginer les scores que font la droite et l'extrême droite sur place. Mais en fait, c'était pour leur dire, en fait, j'avais ce message à faire passer, de dire sans campagne, sans rien du tout, et j'avais fait, alors le pourcentage c'était rien, mais ça faisait genre 400 voix dans le secteur. Et ça leur a passé le message, parce que sans faire de campagne, sans rien, sans budget, sans même bulletin de vote, hein, c'est-à-dire qu'il y avait tellement peu de budget qu'on a posé des bulletins de vote dans 3 ou 4 bureaux, et les autres, ils n'avaient même pas de bulletin, donc ils ne pouvaient pas voter pour moi. Donc sans absolument rien faire. Je crois qu'on avait collé quelques affiches, mais dans 2-3 écoles vite fait. Sans rien faire, ça fait 400 voix. Alors imaginez-vous le jour où on va se mettre sur vos côtes. C'était surtout ça le message. Ça passe un message. Oui, complètement. Non, il n'était pas du tout question pour moi de faire une carrière politique. C'était pas du tout ni dans mes tuyaux ni rien. Et je vais même te dire, je crois que ça a été décidé comme ça sur un coup de tête dans une discussion comme ça très très rapide. Je crois 1 mois ou 2 mois avant l'élection. Et j'ai dit bon, vas-y, j'y vais juste pour la forme, quoi. Mais moi, j'ai pas d'ambition politique. Ok, pas de souci. Je me devais de parler un petit peu de ça pour en savoir un petit peu plus. Faïza, quelle place pour les femmes musulmanes dans l'espace public aujourd'hui? Compliqué. L'islamophobie, c'est un sexisme aussi. Il faut avoir ça bien en tête. Je ne sais plus quel était le pourcentage, mais la majorité, je ne veux pas dire de bêtises, je ne dirais pas de chiffres parce que j'en ai un en tête, mais je ne suis pas certaine. La majorité des actes islamophobes, ils sont commis à l'égard de femmes. Je crois que c'est à 75%, 73%. Enfin, je crois que c'était le rapport du CCIE de 2024, je crois. Je ne sais plus.
Je crois qu'on est dans cet ordre-là. Et en fait, tu te rends compte que non seulement c'est donc un racisme sexiste, mais c'est un racisme de lâche. Donc, la femme musulmane dans l'espace public, non seulement elle est l'élément le plus visible de la présence musulmane, parce qu'il y a ce port du hijab, il y a le burkini, ou même des fois il n'y a pas de hijab, mais après certaines personnes, elles arrivent à déduire. C'est comme, tu vois, quand ils ont exclu des filles avec des abayas ou des robes longues et tout, t'as pas de hijab, et ils ont réussi à te dire qu'ils ont déduit qu'elles sont de confession musulmane, sur la base de quoi on va pas se mentir, hein, c'est une question de faciès et de nom prénom très souvent. Donc, si tu veux, les femmes musulmanes, elles sont l'objet visible, et donc elles sont les cibles les plus faciles, j'ai envie de dire. Donc moi, je considère, tout à l'heure, je disais, il faut absolument connaître vos droits, vous battre et tout. Je considère que en tant que femme musulmane, tu as encore plus le devoir de connaître absolument tous tes droits, parce que partout où tu vas aller, on va te dire que non, t'as pas le droit. Tu vas rentrer dans la mairie, il y en a qui vont te faire croire que la mairie est un espace de neutralité, et que donc il faut que tu retires ton hijab pour aller dans la mairie. C'est faux. Mais ça a déjà été tenté. Ensuite, tu vas aller te marier avec un hijab, on va te dire, mais non, il faut que tu enlèves ton hijab pour te marier. Ce qui est faux. Mais on va te le faire croire. Mais une fois qu'on te l'a fait faire, parce que tu as quelqu'un, un officier de l'état civil, qui te fait croire que la loi, elle est comme ça, toi, si tu connais pas la loi, si tu connais pas tes droits, si tu connais pas, voilà, au final, tu as des chances que la sœur, elle le fasse, tu vois. Euh, Parfois, tu veux accompagner ton enfant en sortie scolaire. La directrice, elle va te mettre un mot dans le cahier, c'est arrivé ici à Nice. Un mot dans le cahier en te disant, oui, vous pouvez les accompagner, mais il faut enlever le foulard. Ça s'est fini au tribunal administratif et l'école a été condamnée, mais tu vois, c'est fait. J'ai envie de te dire, le mal est fait, quoi. C'est fait, c'est fait. C'est fait, on t'a humilié, et en fait, ça, non seulement ça abîme les victimes, mais ça formate aussi de manière très négative le rapport de l'enfant au service public, le rapport de l'enfant à la France. Quand la maman elle est exclue, et ça on l'avait vu notamment au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, quand Julien Audoul avait fait ce sketch là, tu sais, contre la maman voilée qui était venue assister au conseil régional, et qu'il avait demandé qu'elle soit exclue de l'hémicycle. Euh, Tu te dis, qu'est-ce qui va rester dans la tête de l'enfant? Moi, je pense, la mère, évidemment, c'est elle la victime et tout, mais qu'est-ce qui va rester dans la tête de l'enfant qui s'est préparé à aller en sortie scolaire avec, tu vois, dans quelque chose qui représente l'institution, qui représente le service public, qui représente une collectivité territoriale et tout. Et, et tu es content, tu vas en sortie, tu te prépares, c'est un truc où tu vas pas, tu vois, tu vas le visiter une fois dans ta vie. C'est pas, je veux pas dire c'est un événement, mais c'est quelque chose, quoi. C'est, voilà. Et l'enfant, il ressort comme ça avec sa mère dans tous les médias, sa maman humiliée, un conseiller régional, parce qu'à l'époque, il n'était pas encore député. Je pense même qu'il a bâti sa carrière professionnelle et sa carrière politique sur cet élément, Julien Audoul. Euh, mais tu te dis, qu'est-ce qui va rester dans la tête de cet enfant? Et après, tu peux pas faire semblant de pas comprendre pourquoi il y a un certain rejet de certains gamins, d'une partie de nos enfants, vis-à-vis de ce que représente l'institution. Mais effectivement, et tu sais, ça me fait penser à quoi, Faiza? C'est comme tous ceux qui ont subi en fait des gels des avoirs, qui ont une famille et qui se font perquisitionner de manière violente, et que, je veux dire, il y a des enfants en bas âge, ils entendent, et à chaque fois qu'ils entendent frapper à la porte, ils se disent, ça va être la police qui va embarquer mon papa. C'est Ça, violent. ça aussi, attends, mais j'ai l'impression que tout le monde s'en fiche. En plus, tu sais, la violence d'un réveil à 6 heures du matin, où tu es un enfant, tu es en train de dormir, déjà tu es réveillé par beaucoup de bruit, on vient, on menotte ton père, parfois on le violente devant tes yeux, on te fait asseoir dans un coin, on prend tes parents, parfois ta mère qui voilà, comprend rien, qui comprend pas. Je suis désolée. Pas de souci. Tu vois, et ça abîme les vies de famille, ça abîme tout en fait. Et jamais personne s'est posé la question des dégâts qui sont faits à ces enfants. C'est pas anodin à vivre.
Et je considère que ça aussi, ça formate le rapport qu'on a. Et ça a été fait à beaucoup de monde, hein. Ça a été fait, je me souviens, à Idriss, en présence de ses enfants. Il a des enfants très petits, il a des enfants malades aussi. Ça a été fait à l'imam de Bagnols-sur-Cèze, Mahjoub Majoubi. C'est catastrophique. Les conséquences et les séquelles qui sont laissées à ces enfants qui assistent à des perquisitions parfois même abusives, à des procédures, du harcèlement, des placements en garde à vue, des violences policières vis-à-vis de leurs parents, elles sont colossales. Ouais. Non, mais c'est bien de le rappeler parce que là, on est resté sur les enfants, mais même le gel des avoirs, toute la violence des gels des avoirs, qui, pour rappel, n'est pas forcément en fait économique. Alors déjà, elle est humiliante, même économiquement, parce que tu sais, il faut pouvoir, en fait, si tu veux retirer un petit peu d'argent, et ben, il faut que tu puisses se justifier avec les tickets. Bon, bref. Mais elle est aussi psychologique, elle est sociale, et ça peut créer aussi des problèmes dans ton couple. Si tu es marié, etc., ça peut être très compliqué à vivre. Enfin bref, en tout cas, faut qu'on... Vivre avec une personne qui est touchée par une mesure de gel des avoirs, il faut comprendre, hein, le gel des avoirs, c'est vous ne pouvez pas disposer de votre argent, tout vous est bloqué, et il faut savoir qu'aucun tiers, y compris vos proches, ne peut vous fournir d'argent, c'est-à-dire que même si interdit. toi, tu as ton frère qui a un gel des avoirs, tu ne peux même pas lui donner un billet pour aller faire des courses ou acheter le pain, tu n'as pas le droit de lui fournir une quelconque somme d'argent. Donc c'est une mesure qui, on l'a cru pendant très longtemps, était réservée aux cas les plus extrêmes et on en a rarement parlé. Et là, ça touche un certain nombre de personnes dont on sait qu'elles n'ont absolument aucun lien avec des questions de terrorisme, mais dont on considère qu'en fait, c'est comme si la devise qui avait été mise en place, elle est celle de dire il faut les taper au porte-monnaie. Parce que les taper au porte-monnaie, c'est ce qui va les faire taire. C'est tout. Il faudrait nous aussi qu'on puisse les taper aussi. Il faut qu'on puisse aussi leur faire mal aux poches. Mais bon. Faut qu'on puisse leur rendre les coups aussi. Mais bon, c'est en train de se faire en tout cas. Je reprends le cas de l'Institut, même beaucoup de structures. Il y a beaucoup d'initiatives en lien en fait avec comment dire, comment je pourrais l'exprimer de manière très simple. En fait, avant, issu du quartier populaire, nous n'avons pas la culture du OK, je vais vous ramener, si tu vois ce que je veux dire, je vais vous amener, vous m'avez diffamé, ou alors vous m'avez agressé ou quoi que ce soit, je vais vous ramener devant les tribunaux. Ça ne fait pas partie de notre culture. Aujourd'hui, ça commence à se faire, il y a des instituts, etc., il y a des avocats, il y a une structure. Les musulmans, en tout cas maintenant, une petite partie ont entièrement conscience de cette forme de justice, entre guillemets, et de ce moyen d'expression. Et ça, je trouve que c'est bien, et j'ai une petite pensée au frère Noureddin Aoussat. Courage aussi à lui qui a malheureusement aussi subi un autre gel. Enfin, subi un gel. Donc voilà. Et nous avons parlé encore de plein de choses. Nous pouvons encore parler d'islamophobie sous des angles divers et variés. Faiza. Mais moi, je voulais te poser une petite question. Qu'est-ce qui te fait encore lever le matin et c'est quoi la suite pour toi, tes projets, des envies perso ou pro? C'est compliqué de parler de soi, tu sais, c'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude. Non, c'est compliqué. Qu'est-ce qui me fait me lever le matin encore et continuer? Mes enfants. Parce que je considère qu'il y a un exemple à donner et qu'on ne peut pas leur inculquer le fait que la passivité est une option. Donc ça, c'est non. Après, sur la question du combat, je pense que, et je l'ai dit tout à l'heure, je pense que moi, personnellement, j'ai fait le tour de ce que je pouvais apporter, mais je pense qu'il faut continuer de donner la parole, qu'il faut continuer d'en parler, qu'il faut continuer de sensibiliser et qu'il faut continuer surtout de soutenir. Parce que si on abandonne tous les uns après les autres, ceux qui sont frappés par toutes ces mesures de restriction, de liberté, tout ça, ils vont finir par se retrouver tout seuls. Donc ça, c'est pas une option. Et ensuite, sur les projets, alors je ne vais pas dire c'est un projet, mais j'ai développé
au début de l'été, au mois de mai, j'ai beaucoup travaillé dessus et puis je l'ai lancé en juillet. Une plateforme qui s'appelle Les Tranchées, que j'ai ouverte aux inscriptions. Pour l'instant, j'ai beaucoup limité parce que j'ai pas autant de temps que ce que je voudrais Mhm. à donner dedans. Mais grosso modo, une fois par mois, je donne des sessions de formation justement à la lutte contre l'islamophobie. Et on parle de tous les aspects. Il y a une session par mois, donc l'année a commencé là avec septembre et se finira en juin. Et en fait, le but, c'est d'échanger en petits groupes via la plateforme Zoom, et j'espère qu'on pourra faire ça en présentiel du côté de Paris pendant l'année, où on aborde toutes les problématiques. C'est questions de Ok. dissolution, des trucs historiques, des cas pratiques, même des fiches juridiques pour apprendre à se défendre et comment C'est réagir. bien. Et c'était quelque chose qui était important pour moi à développer, pas pour en faire une entreprise de business model ou un truc comme ça, mais parce que je pense que dans des petits formats comme ça, où on est très peu, où du coup ça permet bien d'échanger, ça permet de mieux apprendre et de mieux transmettre. Je préfère parler à 5, 10, 15 personnes dont je sais qu'elles sont hyper concentrées dessus et Mhm. qu'elles ont pris le temps, le rendez-vous, le truc et tout. Et je sais qu'il en ressortira quelque chose, que d'aller sur un plateau télé, parler devant 300 000 fachos, tu vois, qui vont me Mhm. regarder à la télé. Certes, ils sont beaucoup, mais ça ne va rien m'apporter, en fait, à part combattre un discours. Tu n'es pas en train de construire quelque chose. Tu es en train de combattre un discours. Mhm. C'est-à-dire, toi, ta production, elle est à zéro. Elle est juste à essayer d'annuler un truc. Mhm. Donc, au mieux, tu vas arriver à zéro, mais tu n'arriveras pas à plus quelque chose. Donc, je considère que il faut, au-delà de critiquer, au-delà de dénoncer, il faut pouvoir développer des outils de formation et Des outils et des actions. Mhm. de transmission, surtout, oui. Parce que tout à l'heure, je te disais, il nous faut une relève. Il faut une relève. Il faut des gens des nouveaux visages. Il faut que d'autres personnes puissent incarner cette lutte contre l'islamophobie ô combien importante. Ok, ok, bah, barakallahu fik. Il y a d'autres projets? Non, mais c'est déjà pas mal, hein. Celui-là, m'a Mais pris c'est beaucoup. très bien. Et d'ailleurs, d'ailleurs, le site, tu vas me le communiquer. Je vais le mettre dans la description de la vidéo, Inch'Allah. C'était pas du tout prévu, hein. C'était pas pour faire une promo, mais c'est parce que tu m'as Non, demandé. non, mais bien au contraire, ça sert à ça aussi, ce média. Non, Mais ce média, il sert à ça. je vais te le transmettre. Ok, Inch'Allah. Ok, ok. Après, après, ça vaut ce que ça vaut. C'est à petite échelle et je suis très attachée à cette notion de petite échelle parce que je considère que c'est ça qui nous est le plus bénéfique et qui nous permet de mieux transmettre. Je préfère ça qu'une conférence où il y a beaucoup de monde, où des fois les gens veulent poser des questions mais ils n'osent pas et prendre la parole en public et c'est Ouais. compliqué. C'est compliqué. Il y a un mot qui est beaucoup ressorti, même dans la dernière partie de notre échange, c'est le mot transmission. Oui. C'est beau. Je pense que c'est l'essentiel. C'est l'essentiel du tout. On ne peut pas considérer que parce qu'il y a des voies identifiées de la lutte contre l'islamophobie, elles suffisent, qu'elles sont omnipotentes, qu'elles ont déjà tout fait, tout dit, et que du coup, il y a rien d'autre à faire. Il y a des figures de la lutte contre l'islamophobie, il y a beaucoup de noms que vous connaissez, des visages qu'on connaît. Mais si on en est là aujourd'hui, c'est qu'elles n'ont pas suffi. C'est qu'on n'a pas suffi. Et donc, transmettre, permettre aux autres de s'installer sur nos sièges, c'est quelque chose d'essentiel. On ne peut pas se permettre de disparaître sans avoir transmis ce qu'on avait à transmettre. Voilà, c'est un flambeau et il faut pas qu'il s'éteigne. Il faut que chacun prenne la mesure de la gravité des choses. Je l'ai dit tout à l'heure, le ministère de l'Intérieur n'a pas de frein. Donc, c'est à nous de collectivement faire en sorte que, justement, que s'il n'a pas de frein, il puisse en tout cas comprendre qu'on va un peu le ralentir, quoi. Et c'est important, cette notion de transmission, elle est très, très importante. Après, je ne dis pas qu'il faut commencer à, à angoisser les enfants en leur en parlant dès l'école primaire et tout, mais ils doivent être au fait d'un certain nombre de fléaux qui sévissent dans notre pays et dont cette question de l'islamophobie. Et je pense que dès l'école primaire, il faut commencer à leur faire comprendre que
Pas que ça va arriver, mais que ça peut leur arriver. Ouais, les sensibiliser sur le. Leur apprendre à réagir, par exemple. Leur apprendre, Ouais. si on te fait ça, attention. Si à la cantine, ça, le repas, le truc, le porc, machin, c'est, voilà, tu réagis comme ça. On va pas leur apprendre à aller au conflit, au truc, il faut leur apprendre à réagir calmement, voilà. Et je pense que cette notion de transmission, ouais, c'est la clé. Bah, Barakallahu fik, en tout cas, tu nous as transmis des choses dans cet épisode. Tu nous as transmis des choses. Et Ouais, pour la fin, c'est la première fois que j'évoque mon parcours de manière aussi personnelle. Parce que quand tu fais des émissions de télé, tout le monde s'en fout ouais. de ta vie, en fait. Mais c'est ça que je te disais. On est focus que uniquement sur la cause. Et moi, personnellement, quand j'aimerais bien, moi, en fait, ça me donne plus de saveur de regarder l'interview, tu sais, un reportage sur une personne. Je vais plus euh, me mettre du côté de sa cause, enfin, si j'y suis sensible, du moins, si déjà j'apprécie sa personnalité, si j'en sais plus sur sa personnalité, sur ce qu'elle fait, sur comment elle parle, comment elle s'exprime, etc. Ouais. C'est le but recherché. Donc voilà, en tout cas, vraiment, barakallahu fik pour cet épisode. Mais je vais pas te laisser comme ça, Faiza. Je peux pas te laisser comme ça. Ah, Ah, non, t'inquiète pas. Ah. ouais. Non, non. En fait, c'est juste la petite signature de fin. Donc l'émission, c'est OVPSM pour On va pas se mentir. Donc ça, c'est le début de la phrase. Et j'aimerais bien que tu la complètes. Donc le début de la phrase, c'est On va pas se mentir. Et toi, tu la continues. Mais sur quoi comme thématique? T'as quelque chose que... Non, c'est ça. On va pas se mentir. tu bla- Non, il y a- il y a- en fait, j'ai plein de Vas-y. questions, mais je vais en trouver qu'une seule. On va pas se Vas-y. mentir, la route est longue. Ok, barakallahu fik. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Mais on va y arriver. On va y arriver, Inch'Allah. En tout cas, vraiment, merci. Et pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui ne cliquent pas, pour ceux qui ne likent pas, qui ne partagent pas, qui n'identifient pas leurs voisins, leurs cousins, peu importe, honte à vous. Il faut s'aider, il faut s'entretenir, il faut qu'on avance en bloc. Vous pouvez même m'aider pour ce média, parce que oui, c'est un média. Nous donnons la parole à ceux qu'on entend trop peu ou pas assez ou mal. Et vous pouvez même aider, ne serait-ce qu'à partir de 1 € par mois avec Tipeee. Donc voilà, barakallahu fikoum, et on se reverra donc à un prochain épisode. Salam alaikum, Faiza. Au plaisir. Alaykoum salam, à bientôt.